Bonjour à tous. On va attendre que les derniers arrivés s'assoient. Et on va pouvoir commencer pour être à l'heure. Donc tout d'abord, je voulais tous vous remercier d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous revoir après tous ces mois de pandémie, donc pour cette session des journées du réseau français de l'hypertension pulmonaire qui va être complètement consacrée aux guidelines, aux nouvelles recommandations européennes de l'hypertension pulmonaire. Alors le programme, il a été établi par un comité scientifique et un comité d'organisation que vous avez là sous les yeux. Et c'est un programme donc, qui a été approuvé et avec le parrainage donc, de l'SPLF, de l'organisation qui s'occupe du futur congrès mondial qui aura lieu en 2024 et par la filière Respifil qui nous aide beaucoup dans le cadre du réseau. Alors, on va surtout parler de guidelines, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est les fameuses guidelines qui viennent de sortir dans l'European Respiratory Journal et l'European Heart Journal. Et c'est ce qui va constituer donc l'ensemble de notre programme pendant ces deux demi-journées, aujourd'hui donc et demain matin. Je voudrais remercier quand même nos partenaires industriels qui nous ont soutenus pour cette initiative. Donc, ils sont tous listés ici. Et puis, je voudrais également remercier chaleureusement toute l'équipe d'Overcom, de toute l'équipe de Patrick Wabi, qui a beaucoup travaillé pour organiser cette réunion. Et vraiment, je les remercie chaleureusement. Donc, je ne vais pas monopoliser le temps. Donc, on va tout de suite passer à la première session. Donc, la première session, et donc, je vais donc appeler les trois présidents de session, donc Arnaud Bourdin, Delphine Auro-Langlard, Cécile Trommer, je ne voyais pas d'ici, et puis donc le premier orateur. Je vous laisse prendre place. Et je vous laisse introduire donc le premier orateur. Merci à tous et donc bon meeting à tous et toutes. Et donc pour commencer, on commence par un petit nouveau dans le monde de l'hypertension pulmonaire, un jeune premier qu'on va présenter quand même. Plus haute distinction de l'ERS cette année, Monsieur Simon. Merci pour votre originale introduction. On ne pouvait pas faire mieux. Alors, donc on ne peut pas voir les. Il n'y a pas de. Il faut juste celui que c'est le. On est obligé de se tourner. C'est limite, hein. Bon. Donc mes conflits d'intérêts. Donc je vais vous résumer un peu les guidelines de l'ESC et de l'ERS. Donc sur premièrement la définition de l'hypertension pulmonaire et deuxièmement la classification. Alors l'erreur fatale, c'est de comparer l'hypertension pulmonaire à l'hypertension artérielle systémique. L'hypertension artérielle systémique est une maladie latéromatoeuse avec donc des pressions élevées. On connaît la pression qui entraîne les complications. On connaît le niveau de pression qu'il faut obtenir pour avoir un meilleur pronostic et on a des médicaments adaptés. L'hypertension pulmonaire, ce n'est pas une maladie, et dans certains cas, c'est la complication de maladie, et dans l'autre cas, c'est quand même presque une maladie précapillaire. Donc, la pression artérielle pulmonaire moyenne, c'est le produit du débit cardiaque sur les résistances pulmonaires, plus la pression capillaire pulmonaire. Alors, on peut avoir une hypertension pulmonaire parce qu'on a un débit cardiaque élevé. Donc, dans ce cas-là, c'est loin d'être une maladie. On peut avoir une élévation de la pression pulmonaire moyenne du fait d'une insuffisance cardiaque gauche et d'une élévation de la pression capillaire. Dans ce cas-là, c'est une complication d'une maladie cardiaque gauche. Et puis enfin, on peut avoir une élévation des résistances vasculaires pulmonaires, la différence entre la PAP moyenne, la pression capillaire et le cardiaque. Et dans ce cas-là, c'est une maladie des vaisseaux précapillaires.
Alors, pour cette maladie, le premier rapport de l'Organisation mondiale de la santé a été fait en 1961, et c'était un groupe d'experts qui avait travaillé sur ce qu'on appelait le cœur pulmonaire chronique dû aux maladies respiratoires. Et dans ce rapport, il spécifiait que la PAP moyenne chez ces patients-là ne jamais dépasser 15 mm de mercure, et que ces valeurs étaient peu affectées par l'âge et jamais dépassé 20 mg. Donc c'était 20 mm de mercure, c'était entre 15 et 20. Et ensuite, il y a eu un premier symposium en 1973 à Genève qui, lui, a défini l'hypertension artérielle pulmonaire par la pression pulmonaire moyenne supérieure à 15. Donc une décision totalement arbitraire, mais pas si arbitraire que ça, en fait, puisque ce congrès était destiné en fait, à faire le point sur une maladie qui était due à l'aminorex à l'époque, avec des hypertensions pulmonaires précapillaires sévères. Donc c'était le précurseur des maladies dues au coupe-faim. Et comme ces malades avaient des pressions très élevées, beaucoup plus élevées que les malades avec hypertension pulmonaire d'un cœur pulmonaire chronique pandémique, ils ont dit on va mettre une valeur plus haut, plus élevée pour, disons, séparer bien les deux entités. Et en fait, on commence quand même à devenir un peu plus scientifique à partir de 2009, et grâce quand même à notre collègue Kovacs, Gabor Kovacs, qui a bien travaillé. Il avait repris des données personnelles, mais aussi des données publiées sur des sujets normaux qui ont eu des cathéters. Et vous voyez que la pression pulmonaire moyenne, la normale sur ce groupe de plus de 1100 patients, c'est 14 plus ou moins 3. Donc si vous prenez deux écarts types, ça fait au maximum 20 mm de mercure. Et donc, en 2018, au Congrès mondial, on a considéré qu'il fallait adopter cette valeur pour définir une hypertension pulmonaire. Alors, vu le brouhaha et l'émoi que ça a entraîné par cette nouvelle définition, en particulier par nos amis de Belgique, d'Allemagne ou de Pologne. Donc on avait dit on va laisser tomber pour les résistances, et on avait maintenu les résistances vasculaires pulmonaires à plus ou moins 3 pour définir les pressions précapillaires. Mais vous voyez que si vous faites deux écarts types des résistances vasculaires pulmonaires, on est à 1,8, et à mon avis, donc supérieur à 2, on est sûr que c'est déjà anormal. Et ça, c'est les définitions donc, des dernières guidelines, le RSEC, où on a défini les pressions précapillaires, les pressions dues à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, celles avec une atteinte combinée post- et précapillaire, et puis l'hypertension à l'exercice définie par la pente qui est supérieure à 3 mm de mercure par litre par minute. Donc, c'est les définitions actuelles. Alors, le problème, quel est l'impact de cette nouvelle définition sur notre prise en charge des patients journalières actuellement? L'impact est très faible, en fait. Alors, premièrement, il est évident qu'il n'est pas le temps maintenant de commencer à vouloir traiter ces patients-là, puisqu'ils n'ont jamais été inclus dans les études. Et deuxièmement, ces malades, ils sont très rares, puisqu'on n'arrive pas à les diagnostiquer à ce stade-là. Donc ça, c'est le premier point. Mais en fait, il n'y a pas que ces malades-là qui sont pas inclus dans les études. Hein. Si on regarde les patients qui ont moins de 30 ou 35 mm de mercure de moyenne dans tous les essais cliniques qui ont permis d'enregistrer les produits, ça correspond à moins de 2% de la population. Donc, en fait, si on regarde la seule étude qui a été faite chez les stades précoces, c'était l'étude Early avec le Bosantan, où on n'incluait que des stades 2, qui marchaient plus de 480 mètres. Vous voyez qu'à l'inclusion, dans ce groupe de patients très précoces, soi-disant, la pression moyenne était à 52 de moyenne et les résistances à 10. Donc, c'est quand même déjà pas une maladie précoce. Et donc, en fait, le problème, c'est que la circulation pulmonaire est une circulation à basse pression, avec des versions qui sont très distensibles, et qu'on peut avoir une obstruction très importante sans qu'il y ait l'élévation des pressions, et le cœur droit supporte ça parfaitement au début.
Alors ça, c'est des études, je ne vous ai pas montré les études que l'on avait faites, c'était à l'ANEX dans les années 80, où on gonflait un ballonnet, il n'y avait pas de comité d'éthique à l'époque, hein. On gonflait un ballonnet, des patients qui avaient une angiographie, on leur bouchait une artère pulmonaire principale d'un côté ou de l'autre, et on s'apercevait qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il n'y avait toujours pas d'élévation, les patients restaient toujours entre 20 et 25 mm de mercure. En gros, on peut obstruer 50% de la circulation pulmonaire sans que les pressions augmentent. Et ça, c'était un travail qu'on avait fait avec la scintigraphie quantifiée, et on avait observé cette relation qui était hyperbolique, en fait. Il faut qu'à partir de 40-50% d'obstruction pour que les pressions et les résistances, ici c'est les TPR, hein, on voit que c'est à partir de 6 de TPR, 4-5 de TPR, ce qui correspond à 2 ou 3 de PVR, que les pressions commencent à monter chez ces malades-là. Il y a d'autres exemples en clinique qui peuvent nous montrer quand même que d'avoir des obstructions importantes se révèle sans élévation des pressions, en particulier dans le cœur pulmonaire chronique post-embolique, puisque ces patients, c'est la seule, à mon avis, étiologie avec la sclérodermie où on peut faire des diagnostics précoces. Pourquoi? Parce que la dyspnée, en fait, dans cette maladie-là, elle est non seulement due à l'hypertension pulmonaire, à l'effort peut-être, mais aussi due à l'espace mort important. Vous voyez ce patient donc, qui nous avait été adressé par nos collègues du Portugal, où il y avait des obstructions de tout un côté, plus quelques défects de l'autre. Donc c'était plus de 50% d'obstruction. Et vous voyez que la PAP moyenne est à 23 et les résistances vasculaires pulmonaires à 2,8 et que le patient quand même était essoufflé, mais c'est probablement par l'effet espace mort important. Alors il y a quelques études qui ont montré quand même que d'avoir entre 21 et 24, ça peut être quand même quelque chose de pas très bon au point de vue pronostic. C'est une étude qui a été publiée en 2018 où c'est des patients qui étaient catégorisés en 3 parties, plus de 25, entre 20 et 24 et moins de 15. Et on voyait que les patients qui avaient non seulement plus de 25, mais même ceux entre 20 et 24, avec un pronostic à long terme, il y avait un suivi qui était de l'ordre de 4 ou 5 ans, avaient quand même une survie qui était moins bonne que les patients avec une PAP strictement normale. Voilà pour ce qui est de la définition. Alors l'idée maintenant, c'est de pouvoir diagnostiquer précocement. Dans notre pratique, c'est surtout les HTAP post-emboliques, et dans l'HTAP idiopathique, c'est les sclérodermies. Et grâce donc au travail de David Montagny, c'est les malades avec les patients, les parents de malades porteurs d'une maladie génétique qui sont dépistés systématiquement et qu'on arrive à détecter très précocement. Et David a montré bien que certains patients, au bout d'un ou deux ans, s'aggravent quand même énormément. Alors ça, c'est la classification qui a été proposée donc, au dernier congrès mondial en 2018. En fait, cette classification qui définit les différents groupes de patients qui peuvent bénéficier en fait, d'un traitement identique et qui ont quand même certains points communs, cette classification en fait, a commencé après le premier congrès mondial. En 1973, il y avait uniquement ce qu'on appelait PPH, donc les hypertensions pulmonaires primitives, et les secondaires aux maladies respiratoires. Et puis à partir du deuxième congrès mondial, qui a eu lieu 27 ans après, à Évian, il y a eu une première classification de ce type-là, et cette classification a été modifiée d'année en année. Ce qui va changer dans les guidelines, je vais détailler, c'est premièrement le problème des répondeurs au calcium antagoniste à long terme. Il y a eu quelques modifications également de détails entre associés et DUA. Il y a eu quelques modifications dans le groupe insuffisance cardiaque gauche, mais très faibles. Pour le groupe qui est du groupe de 3, du groupe des maladies respiratoires, c'est surtout en fait le problème de l'hypoxie chronique sans maladie respiratoire qui a été insisté. Le groupe 4 a été peu modifié et le groupe 5 a été mieux structuré. Donc je vais aller assez vite. Ça, c'est donc la nouvelle classification. Et vous voyez que la première différence, c'est que maintenant, les non-répondeurs au calcium antagoniste en vasoréactivité en aigu et les répondeurs sont mis en 1 dans le groupe idiopathique, avec un petit astérix quand même qui dit certaines fois, ce n'est pas uniquement les idiopathiques, mais ça peut être les patients dus aux anorexigènes et ça peut être dû les patients qui ont également
d'autres maladies comme maladies génétiques. Pour les anorexigènes, on n'est pas surpris puisque maintenant on est persuadé que en fait, les dérivés de la fenfluramine en fait, déclenchent en fait, des patients qui sont exposés à une maladie idiopathique. Et une preuve, c'est qu'on a eu des jeunes femmes d'une même famille qui ont pris ensemble des jumelles, qui ont pris les anorexigènes. Toutes les deux ont développé la maladie. Et au lieu de la développer en 2 ans ou 3 ans, elle l'a développée en quelques semaines. Voilà. Alors, pour la réponse en aigu au NO et au vasodilatateur, c'était logique de les mettre comme cela, puisqu'on avait évoqué les patients avec une amélioration au long cours, mais lorsqu'on fait le diagnostic, on le fait en fait au bilan initial, et le bilan initial, c'est répondeur en aigu ou pas répondeur en aigu, une réponse typique. Mais ce qui manque peut-être dans les guidelines, c'est qu'on n'a pas rajouté ce qu'on avait mis au Congrès mondial, c'est que quand même, pour être sûr que ce soit des grands répondeurs, il faut qu'il y ait quand même une diminution d'au moins 10 mm de mercure de la PAP moyenne, et il faut que cet effet soit maintenu au long terme, au moins après 1 an, et il faut quand même surveiller ces malades régulièrement. Et on a quand même, Olivier pourra nous le dire, mais on a quand même peut-être 10 à 20% des patients quand même qui échappent et qui ne répondent plus au bout de quelques années. Mais 80% vont très bien. Donc il faut quand même avoir des précautions. C'est pas parce qu'on répond en aigu de façon importante que la partie est gagnée totalement. Alors pour ce qui est des autres causes dans la forme héritable, le nombre de maladies génétiques a vraiment augmenté, puisqu'on a maintenant un nombre de gènes qui sont évidents. En plus du BMPR2, maintenant on a d'autres gènes, le SMAD, le KCNK3, le K1, etc. Donc qui sont des gènes, et puis il y en a qui sont supposés, mais qui manquent encore d'être prouvés définitivement. Et la définition pour les maladies en rapport à la prise de médicaments, en strong évidence et faible évidence, je crois qu'elle est relativement bonne. Hein. La première partie, c'est parce qu'il y a eu soit une épidémie, soit il y a une étude contrôlée de grande envergure qui a démontré vraiment une relation de cause à effet. Et pour les autres, c'est uniquement des cas, des séries publiées, etc. Pour ce qui est des formes avec les drogues, avant on avait dû à des drogues et des toxines. Maintenant, on est un peu plus prudent, on met associé à la prise de drogue. Et vous voyez que avec cette classification, en association définite et association possible, on a essentiellement l'aminorec, le benfluorec, la dazatalmine, dexfenfluramine, afafluramine, les méanthéphélamines et l'épidémie en Espagne d'huile toxique qui avait été trafiquée, c'est actuellement une histoire ancienne. Et puis il y a d'autres causes qui sont moins démontrées, mais qui doivent être quand même tenues à l'esprit, parce que c'est, à mon avis, si ces cas se multiplient, il faudra peut-être envisager de les passer dans le groupe 1. Alors pour ce qui est des formes aussi associées dans le groupe 1 à des maladies, donc maintenant on ne dit pas dû aux connectivites, mais associées, donc c'est toujours plus prudent. Donc il y a les connectivites, bien sûr. Le VIH qui est de plus en plus rare, pour des raisons d'ailleurs qu'on ne comprend pas très bien. Il y a sûrement en fait dans les médicaments de trithérapie maintenant un médicament qui prévient cette complication. Mais il y a 10 ans où on avait déjà des trithérapies, on avait quand même des cas de façon très importante, maintenant on n'en a plus. Il serait intéressant de voir quelle est la modification qui a été faite dans les traitements pour essayer de détecter quel est le traitement qui prévient en fait cette maladie. L'hypertension portale, les cardiopathies congénitales, la bilharziose. Ensuite, il y a les formes associées aux maladies cardiaques gauches. Alors, soi-disant une forme très fréquente. Hein, il y a certains collègues en Allemagne qui disent que c'est des millions de personnes, peut-être. Mais de toute façon, on n'a toujours pas de traitement dans cette maladie. Et là, on distingue donc les formes avec la fraction d'éjection préservée. Et actuellement, on a un nouveau médicament qui enfin marche sur cette maladie, avec les formes avec fraction d'éjection réduite ou modérément réduite. Et puis il y a des maladies valvulaires, bien sûr, et puis les maladies congénitales ou acquises, mais avec
des atteintes précapillaires dues à des mécanismes très différents. Pour le groupe des maladies respiratoires, pas de grande nouveauté. Hein. La seule grande nouveauté, c'est qu'on a supprimé donc, le sleep apnea syndrome qui était compris dans ce groupe-là. Maintenant, on ne parle plus d'hypoventilation syndrome. Et il y a le syndrome d'hypoventilation obésité qui aurait peut-être mérité d'être maintenu. Les hypoxies avec des maladies, sans maladie respiratoire, en particulier la maladie de haute altitude, où il y a définitivement une prédisposition également personnelle, et des maladies du développement comme les hernies diaphragmatiques congénitales. Pour les maladies dues à l'association avec donc une hypertension pulmonaire obstructive, la plus fréquente, bien sûr, c'est la maladie chronique thromboembolique, mais il y a aussi des formes autres, et là aussi, rien de nouveau, c'est le sarcome, l'autre maladie maligne, les artérites sans connectivite, les maladies congénitales avec des sténoses et l'hydatidose pulmonaire. Voilà. Alors, pour se résumer, maintenant, cette classification, en fait, perdure. Hein. Cette classification sur des groupes de patients qui ont une similarité, qui peuvent bénéficier de traitements similaires ou identiques. Et ça résiste à une idée actuelle de dire que dans quelques années ou dans quelques mois, on va avoir découvert pour chaque maladie le mécanisme biologique qui va permettre de traiter cibler la maladie. À mon avis, c'est un doux rêve, hein, parce que autant on a pu faire ça dans la mucoviscidose de façon assez brillante. Je crois que pour détecter toutes les anomalies biologiques qui sont à l'origine de ces maladies, on en a très peu. La seule peut-être, c'est le BMPR2 avec le mécanisme du médicament qui agit sur ce groupe, montrant que ça rétablit un équilibre entre ce qui est en train de proliférer et ce qui est en train de pas proliférer. Mais j'ai déjà une approche, mais à mon avis, je ne vois pas d'autres cas où c'est possible. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est les calcium antagonistes et les patients qui sont répondeurs, puisque là, on a un test relativement simple, qui n'est pas biologique, qui est le test ONO. On permet d'identifier, et depuis 10 ans, énormément d'équipes travaillent sur quel est le mécanisme pour expliquer cette maladie, et on n'a toujours pas trouvé. Donc je crois qu'il faut quand même toujours espérer en la science, mais je crois que ça va quand même mettre un temps pour mettre une étiquette très précise sur chaque sous-groupe, et la classification clinique a, je crois, de bons jours encore pour exister. Voilà, merci. Ça va le coup. Ça va? Ça va le coup. Ouais, Olivier, c'est pas terrible, hein, quand même. Est-ce qu'il y a des questions? C'était pas possible? Ah ouais, quand même. Parce que j'ai failli tout casser la gueule en plus. Hein. Des questions, des remarques, des réflexions? On a le droit, on a 1 minute pour ça. Tu t'es débarrassé de l'insuffisance cardiaque gauche en disant de toute façon il n'y a pas de traitement. C'est un peu à l'emporte-pièce comme réflexion. Il y a un peu des petites choses quand même. À l'emporte-pièce, non, parce que on a des données qui démontrent que les malades qui ont une insuffisance cardiaque gauche et une hypertension ont une plus mauvaise mortalité. Mais enfin, ça c'est quand même c'est très superficiel, hein, parce que comment c'est basé ces données-là? C'est basé sur 30 000 ou même 100 000 vétérans américains qui ont eu un cathéter au départ, ils ont une PAP élevée, et puis ils meurent 10, 15 ans après, et après on regarde les facteurs pronostiques et il y a la PAP au début. Mais on ne sait pas si en fait cette PAP élevée, c'est le signe d'une maladie vasculaire pulmonaire ou si c'est en fait la maladie causale qui est plus sévère. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais de deuxième cathétérisme pour montrer qu'il meurt en se dégradant au point de vue de l'hypertension pulmonaire. Et troisièmement, on n'a jamais montré qu'aucun traitement n'est efficace dans ce domaine. Ah, j'ai bien répondu. À l'emporte-pièce.
Une question. Merci, oui. Professeur Simoneau, pour cette présentation. Donc, j'ai une question. Vous parliez justement sur la nouvelle définition de l'hypertension pulmonaire, oui. Hémodynamique. Qu'est-ce que vous conseillez comme suivi pour les patients chez qui on découvre une hypertension avec des résistances entre 2 et 3 et qu'on ne va pas du coup traiter médicalement? Ce n'est pas accessible aux thérapeutiques puisque ce n'est pas encore évalué. Qu'est-ce que vous proposez dans votre centre pour le suivi de ces patients? Les patients qui sont en 2 et 3, les seuls malades que l'on a, ça, c'est les HTAP post-emboliques. On a même inventé un autre nom puisqu'on appelle la CTPD, le chronique thromboembolique pulmonary disease, sans hypertension pulmonaire. Mais ces malades, le problème, ils sont essoufflés, ceux-là. Et ceux-là, il y a eu des tentatives de traitement par chirurgie ou même par angioplastie. Par contre, pas par le traitement médical. Et puis les deuxièmes, c'est quand même, il y a quand même dans pas mal de séries des sclérodermies qui ont été proposées et qui ont été identifiées avec des malades qui étaient avec 20-24 au début, entre 20 et 24, et qui se sont aggravés quand même assez sérieusement, très rapidement. Donc peut-être pas les traiter, mais au moins les surveiller, ces malades-là, les sclérodermies. Et pour les autres, à part les maladies génétiques également, qu'il faut également surveiller, et David avait proposé quand même une surveillance régulière pour détecter quand même une détérioration. À mon avis, c'est les 3 seuls cas où je vois une possibilité. Avec une surveillance par cathétérisme ou échocardiographie, ou comment vous... Je pense que chez ces malades-là, précoces, si on veut quand même détecter quelque chose de précoce, c'est plutôt un test d'exercice maximum, ou peut-être à ce moment, si on fait un cathé, il faudrait le faire à l'effort. Donc c'est plus compliqué. Professeur Simoneau, j'ai également une question. Vous avez parlé dans le groupe 3 que les syndromes d'apnée-sommeil avaient disparu. Est-ce qu'on les a fait enlever parce que depuis toujours on dit que c'est un facteur favorisant mais que ça ne peut pas générer une hypertension pulmonaire, ou est-ce qu'on est revenu finalement sur cette entité? En fait, on a très peu de données qui montrent que le syndrome d'apnée du sommeil pur donne une hypertension pulmonaire, en fait. En plus, le plus souvent, ces malades sont appareillés, sont traités. Donc, par contre, le syndrome hypoventilation-obésité, à mon avis, ça c'est un problème beaucoup plus sérieux. Voilà. Bravo. Nous allons donc passer à la présentation suivante et donc nous accueillons Dr Pamela Mosseri, une présentation sur l'échocardiographie. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas tomber et de bien présenter et voir mes diapos. Alors, merci de m'avoir invité. Le sujet de l'échographie, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup. C'est toujours sympathique d'en discuter devant une assemblée qui n'est pas faite de cardiologues, puisque finalement, on a un projet commun, c'est l'hypertension pulmonaire, c'est une meilleure détection, et ça passe notamment par l'échographie. Donc l'échographie, c'est pour évidemment le diagnostic, mais aussi le suivi et le pronostic du patient. Et on va revenir quelquefois à des bases, puisqu'on se rend compte quand même qu'en France, c'est essentiellement les cardiologues qui font les échographies cardiaques, mais déjà maintenant, et puis a fortiori dans quelques années, ça va être des IPA, et des IPA qui font des échographies cardiaques, il n'y en aura pas que dans des services de cardiologie éventuellement. Donc je pense que tout le monde doit être sensibilisé à la manière de détecter l'hypertension pulmonaire. Pour quelles raisons il faut bien détecter? Parce qu'il faut dépister tôt, parce que le lien entre la survie et un délai, en tout cas un dépistage précoce, on a une survie améliorée, donc il faut les dépister le plus tôt possible. Il y a eu des améliorations dans les années précédentes, mais au final, quand on prend les cohortes récentes, on a quand même au moins un tiers des patients chez qui le délai entre les symptômes, les premiers symptômes et le diagnostic, il est de plus de 2 ans. Donc ça reste quand même beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on peut placer l'échographie dans ce schéma? Évidemment, dans tous les programmes de screening des patients qui sont à risque de développer de l'hypertension pulmonaire ou de l'HTAP, ce n'est pas que l'HTAP, c'est l'hypertension post-embolique, c'est d'autres étiologies également. Donc, on peut se dire qu'il faut améliorer le dépistage échographique. Donc, il faut arrêter de voir, quand on envoie un patient pour une suspicion d'hypertension pulmonaire, les comptes rendus avec juste la PAPS au bout du compte rendu, parce que quand on rend un compte rendu d'échographie pour ça, c'est une probabilité d'hypertension pulmonaire, et c'est ça encore une fois que les guidelines soulignent en 2022. C'était pareil en 2015, et en 2022 c'est la même chose qui revient sous une forme peut-être un peu différente, mais c'est là-dessus qu'il faut argumenter.
Il faut aussi des outils d'éducation, parce que c'est bien de dire qu'il faut faire de l'échographie pour dépister l'hypertension pulmonaire, mais il faut faire savoir comment on fait de l'échographie pour essayer de dépister, enfin d'évaluer la probabilité d'hypertension pulmonaire. Donc on a des outils qui peuvent nous aider. Et puis il faut aussi faire l'échographie pour le suivi et le pronostic des patients, déjà aujourd'hui, et encore plus avec les nouveaux outils qui sont en train d'arriver. Donc, comment est-ce que ça se passait, l'échographie, dans les guidelines de 2015 ? C'est là, ça a un rôle qui est central avec l'évaluation de la probabilité. Et en fonction de cette probabilité, divers examens étaient demandés. En 2022, on n'a pas une grande révolution, mais on va commencer par voir ce à quoi mène la probabilité échographique d'hypertension pulmonaire. Donc, je vous demande de regarder uniquement la probabilité. Donc, on va commencer par la probabilité faible, puisqu'en fonction de la probabilité, on va pouvoir considérer un diagnostic alternatif s'il n'y a pas de facteurs de risque ou de maladies associées qui peuvent entraîner de l'hypertension pulmonaire, de l'HTAP ou une CITEF, etc. Ou alors, on va proposer un suivi échographique aux patients. Tandis que quand on a une probabilité intermédiaire, pareil, s'il n'y a pas de facteur de risque, c'est plutôt suivi échographique ou alors directement aller aux examens supplémentaires, dont essentiellement le CAT, puisque je rappelle que l'écho, ce n'est pas le diagnostic, c'est la détection, c'est le dépistage. Et par contre, quand on a une probabilité... Non ? Oui ? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas faire la probabilité élevée, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on peut passer la slide suivante ? Ça a l'air coincé. On va essayer d'aller en arrière et de revenir. Non, il n'y a rien qui marche. J'ai cassé. Désolée. On peut passer la slide suivante, s'il vous plaît ? Ah voilà, c'est en train d'arriver. Toujours pas. Ah bah oui, il y a du suspense. Qu'est-ce qui se passe ? Ah voilà, ça y est arrivé. Quand il y a une probabilité élevée, peu importe la présence de facteurs de risque ou non, on sait, on va directement aux examens complémentaires, dans évidemment le cathétérisme pour faire la confirmation diagnostique. Et désolé, à nouveau, c'est pas grave, on avance. Très bien. Voilà, donc l'échographie, cette slide, c'est replacer l'échographie au sein de l'algorithme diagnostique dans les guidelines de 2022. C'est aussi pour souligner que l'échographie, ce n'est pas un examen qui est unique et seul, il s'intègre au sein de... C'est une évaluation qui est multiparamétrique, donc évidemment, on va beaucoup se baser sur la probabilité échographique, mais derrière, quand on a un doute, quand la probabilité est faible, mais qu'il y a des symptômes, il y a d'autres examens, et notamment le test d'effort cardio-pulmonaire qu'on a déjà souligné tout à l'heure et qui donne des infos très importantes. Donc, si on regarde, on a parlé de la probabilité d'hypertension pulmonaire, qui était quand même plutôt axée à HTAP, et l'échographie, c'est aussi dans l'algorithme pour l'hypertension pulmonaire post-embolique. Donc, dans l'hypertension pulmonaire post-embolique, ce n'est pas que la scintigraphie ou l'imagerie de perfusion, c'est et l'échographie. Mais on sait que l'échographie cardiaque, c'est quand même moins sensible pour dépister des formes notamment précoces d'hypertension pulmonaire post-embolique ou a fortiori de maladies post-emboliques. Donc ça ne va certainement pas être le seul examen et on ne peut pas s'arrêter sur une probabilité faible avec un patient qui est suspect d'hypertension pulmonaire post-embolique. Donc comment est-ce qu'on fait ? En fait, les guidelines nous ont donné littéralement une feuille de conduite où on fait ça. Les guidelines disent, pour l'échographie dans l'hypertension pulmonaire, on a tous les signes qu'il faut rechercher pour évaluer la fonction du ventricule droit, la probabilité d'hypertension pulmonaire. On passe toujours par la Vmax de l'IT, ça reste l'élément central. Et les seuils de la Vmax de l'IT, malgré la modification des seuils diagnostiques, avec la baisse de la PAPM et la baisse des résistances pulmonaires, on a toujours le même seuil de Vmax. On a toujours 2,8 mètres par seconde, entre 2,9 et 3,4, et supérieur à 3,4. Alors pourquoi est-ce qu'on a toujours ces mêmes seuils ? Parce que c'est intéressant de dire on garde les mêmes seuils. Oui, pourquoi ? Parce que finalement on risque de manquer des patients. En fait, non. On a au moins 2 grosses études qui ont permis de mettre en évidence que si on baisse le seuil de Vmax de l'IT, on va finalement baisser la valeur prédictive positive. Et donc, pourtant, on n'a pas une augmentation importante de sensibilité diagnostique. Donc, finalement, ce n'est pas du tout rentable de baisser ce seuil de Vmax de l'IT. Et quand je vous ai mis, là, je vous ai entouré en rouge le 46, ça correspond à 3,39, donc 3,4 mètres par seconde de Vmax de l'IT. Et c'est finalement le seuil qu'on utilise. Donc là, sur les petits schémas qui sont à droite, en haut, c'est quand on a une PAPM supérieure ou égale à 25. En bas, c'est supérieur à 20 mm de mercure. Et le dernier rectangle, c'est supérieur à 20 mm de mercure avec des RVP supérieurs à 3.
Alors vous pourrez me dire, oui, certes, c'est des RVP supérieurs à 3, mais pas supérieurs à 2. Et on ne pense pas non plus qu'on manque beaucoup de patients, ou en tout cas qu'on perde beaucoup en gardant un seuil de Vmax à 3,4 pour la probabilité élevée d'hypertension pulmonaire. En sachant au final que ça reste juste la Vmax, et ce n'est pas comme ça uniquement qu'on va évaluer le patient et la probabilité d'hypertension pulmonaire. Puisque la deuxième partie de l'évaluation du patient et de la probabilité échographique d'hypertension pulmonaire, c'est les signes qu'on peut appeler indirects d'hypertension pulmonaire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant un peu plus en détail. Donc les signes qui sont entourés en rouge, c'est ceux pour lesquels il y a des petites modifications ou des modifications substantielles. On a l'apparition de la fonction VD, ou plutôt du couplage VD-AP en échographie comme un nouveau paramètre. Et ensuite, toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on va regarder d'abord s'il y a des signes ventriculaires, s'il y a des signes au niveau de l'oreillette, ou alors s'il y a des signes au niveau de l'artère pulmonaire. Et pour que ces signes indirects soient considérés comme positifs, il faut qu'il y ait au moins 2 signes dans 2 catégories différentes. Alors à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a des signes échos indirects d'hypertension pulmonaire. Donc ça, c'est un exemple de signes ventriculaires qui sont positifs. On a des choses qui ne changent absolument pas, comme le ratio VD sur VG. Là, on voit bien en haut qu'on a un patient qui a un très large VD. En plus, il a une très large oreillette droite, mais ce n'est pas sujet. Il a un index d'excentricité qui est très élevé. Donc, l'index d'excentricité, c'est le rapport sur le grand axe sur le petit axe. En plus, il a un épanchement péricardique. Donc là, on n'a aucun doute. Et puis, il y a ce nouveau ratio, le ratio du TAPS sur la pression artérielle pulmonaire systolique. Quand il est inférieur à 0,55, c'est un argument pour dire que c'est positif et que ça signe un des signes indirects d'hypertension pulmonaire. Alors, le seul problème dans ce signe, c'est qu'évidemment, il faut le TAPS, c'est un paramètre en plus. Alors, c'est peut-être pas le meilleur paramètre de fonction ventriculaire droite, mais au moins, ça a le mérite d'être un paramètre qui est extrêmement simple à mesurer, qui est plutôt fiable, qui est reproductible, et que, on va dire, tout le monde sait faire. Dès la première année d'études d'échographie, je veux dire, faire un TAPS, c'est très, très simple. Et par contre, derrière, en plus, il faut rajouter la PAPS. Alors, la PAPS, on va utiliser la Vmax de l'IT et la POD qu'on évalue à l'aide de cette... parce qu'on a plusieurs méthodes d'évaluation de la POD en échographie, mais celle qui est retenue, c'est celle-ci, le seuil de 21 mm et le collapsus à plus de 50% avec un sniff test. Donc, cet indice, c'est un des nouveaux paramètres. On ne peut pas forcément dire nouveau parce que c'est quand même assez ancien. C'est utilisé depuis longtemps, mais ça n'avait pas été intégré, en tout cas en termes diagnostiques. Et ce qui est intéressant avec ce paramètre, c'est qu'on le fait à la fois pour le diagnostic et pour le suivi, parce que c'est aussi intégré en termes pronostiques. Donc c'est évident qu'on doit évaluer les pressions qu'on évalue là, en fonction de la fonction VD. Quand on a un ventricule droit qui ne pousse pas, on ne va pas avoir beaucoup de pression. Donc ça permet d'éviter toutes les situations où la Vmax de l'IT va vous sous-estimer ou surestimer les pressions pulmonaires. Donc on a l'exemple du ventricule droit qui ne pousse pas du tout, qui ne produit pas beaucoup de pression pulmonaire. Donc s'il y a un petit degré d'hypertension pulmonaire chez ce patient, c'est inquiétant. Tandis qu'on a aussi l'autre exemple avec le jeune patient, comme disait tout à l'heure Gérald Simoneau, qui a un hyperdébit, qui a par exemple une large CIA, qui a un VD qui est hyper contractile, avec un très gros TAPS et une toute petite élévation des pressions pulmonaires. Et donc ce patient, il aura un ratio qui est largement supérieur à 0,55. Il n'a pas d'HTAP. Donc il aura ce signe qui sera négatif. Donc c'est important de faire ce ratio parce que finalement ça rend l'évaluation de la pression, mais ce n'est pas que la pression. Enfin, moi j'appelle ça la pression intelligente. C'est la pression en fonction de la fonction VD. On a aussi d'autres ratios qui peuvent être intéressants, qui sont mentionnés dans les guidelines, mais qui ne sont pas intégrés dans les tableaux d'évaluation de la probabilité échographique. Donc on a la Vmax de l'IT sur le temps d'accélération pulmonaire et le rapport TAPS sur Vmax de l'IT. Alors TAPS sur Vmax de l'IT, vous allez me dire, ça correspond quasiment à TAPS sur PAPS. Le seul problème, c'est que quand on fait ce ratio-là et que derrière, on a une Vmax de l'IT qui n'est pas très élevée avec une POD qui est un petit peu élevée, ben, le rapport TAPS sur Vmax de l'IT il va être moins efficace que le rapport TAPS sur PAPS. C'est un des motifs, alors ça reste un bon rapport, mais ça reste un des motifs pour lequel il faut privilégier le rapport TAPS sur PAPS. Et le rapport Vmax de l'IT sur temps d'accélération pulmonaire, il est assez intéressant, surtout qu'on sait que le temps d'accélération pulmonaire qu'on mesure dans la chambre de chasse du ventricule droit, il est très relié à l'évaluation des résistances vasculaires pulmonaires. Et quand bien même ça manquerait un petit peu de puissance par rapport au rapport TAPS sur PAPS, ces paramètres restent bien meilleurs que la Vmax de l'IT. Ça, c'est juste pour souligner, encore une fois, qu'avoir la Vmax de l'IT seule sur un compte-rendu d'échographie, il ne faut pas. C'est pas quelque chose qui doit être... Ça ne fait pas partie des bonnes pratiques et ce n'est pas quelque chose qui doit vous être opposé quand vous lisez un compte-rendu d'échographie.
Donc ensuite, on passe des ventricules aux oreillettes. Donc les signes de l'oreillette, ils n'ont pas changé, donc on ne va pas forcément passer beaucoup de temps. La dilatation de la veine cave inférieure, la dilatation de l'oreillette droite. Et ensuite, on a les signes de l'artère pulmonaire. Donc c'est quoi? C'est essentiellement le notch mid-systolique, le temps d'accélération pulmonaire raccourci à moins de 105 millisecondes, la Vmax de l'IP à plus de 2,2 mètres par seconde, et la dilatation du tronc de l'artère pulmonaire. Alors cette définition de la dilatation du tronc de l'artère pulmonaire, elle a été un petit peu modifiée. On utilise toujours le seuil de 25 mm, mais globalement, si on n'utilise que le seuil de 25 mm, on va manquer beaucoup de patients qui ont une AP qui est un petit peu dilatée, et qui, pour autant, auront un signe qui est négatif. Donc, il vaut mieux utiliser, pour capturer plus de patients, le ratio artère pulmonaire supérieur à la racine de l'aorte. Donc, tout ça, c'est pour améliorer la sensibilité du dépistage échographique et avoir une probabilité adaptée à l'état clinique du patient. Donc, au final, je répète, ces 3 signes. Et puis, donc, 2 signes positifs dans 2 catégories différentes pour affirmer que le paramètre signe écho indirect d'hypertension pulmonaire est positif et l'intégrer à la probabilité d'hypertension pulmonaire. Il faut également, dans cette évaluation, c'est bien d'évaluer la probabilité d'hypertension pulmonaire, mais on a quand même envie de savoir d'où ça vient. Alors c'est évident que si vous avez un patient et qu'en échographie on vous dit qu'il y a une cardiopathie congénitale, et probablement c'est lié en fonction du type de cardiopathie congénitale, mais c'est évidemment aussi évaluer la fonction cardiaque gauche. S'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, on ne se pose pas trop de questions, mais c'est aussi et souvent, on va dire régulièrement, parce que alors c'est pas l'hypertension forcément pulmonaire du groupe 2 avec l'élévation des résistances, mais forcément quand on a une pression capillaire pulmonaire élevée parce qu'on a une dysfonction diastolique, ben on a de façon secondaire une élévation des pressions pulmonaires avec une Vmax de l'IT qui s'élève. Donc pour essayer de dépister au mieux l'élévation des pressions gauche et en tout cas le phénotype gauche, on va utiliser la surface de l'oreillette gauche, en tout cas le volume de l'oreillette gauche. On va regarder le flux transmitral, on va regarder également la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche et le rapport E sur E'. Donc il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que c'est formalisé. C'est un papier qui était de 2019, qui avait été très bien fait suite au Congrès mondial. Et là, c'est intégré aux guidelines sur cette forme-là. Donc les situations où l'échographie est évidemment très utile, on l'a dit, c'est quand il y a un autre diagnostic que l'hypertension pulmonaire qui est évident, la maladie gauche ou les cardiopathies congénitales. C'est aussi les pathologies de type hypertension portale, pathologie hépatique, où il y a des échographies systématiques, notamment pré-transplantation ou pré-TIPS, qui doivent être faites pour essayer de dépister de l'hypertension pulmonaire, donc avec ce rendu de résultat probabilité d'hypertension pulmonaire. Et évidemment, la sclérodermie, où je ne vais pas m'étendre parce que je pense que ça peut faire l'objet d'une heure entière, où l'échographie doit être au moins annuelle et où on peut faire appel à d'autres paramètres que les paramètres usuels. Il y a une application où je vais passer 10 secondes pour vous la décrire, parce que j'en parle souvent peut-être. C'est une application éducative qui sert à sensibiliser au dépistage de l'hypertension pulmonaire et à la détection de la probabilité faible, intermédiaire ou élevée d'hypertension pulmonaire. C'est un jeu sérieux et ça permet d'apprendre en s'amusant. Donc c'est très bien pour les internes, les IPA, pour apprendre à ça. On gagne des médailles, c'est très ludique et puis c'est très utile surtout. Et j'ai un gros conflit d'intérêts puisque je participe au comité scientifique de l'application, évidemment. Les marqueurs pronostiques en imagerie, donc on a une liste qui est assez importante de marqueurs pronostiques en imagerie qui figurent dans les guidelines. Pour autant, ça ne fait pas partie du suivi du patient, mais ce sont les marqueurs qui ont été reconnus comme paramètres pronostiques de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc on a des marqueurs de dimension ventriculaire droite comme la surface du ventricule droit, l'index de remodelage du ventricule droit, l'index d'excentricité du ventricule gauche, la sévérité de la fuite tricuspide, des paramètres également de fonction ventriculaire droite, les pressions de remplissage du VD. En grisé, il y avait des paramètres IRM qui ont également été déterminés là, mais c'est le sujet d'après que je ne vais pas aborder, et la désynchronisation du VD. Alors, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup, il y a énormément d'études. Le seul problème, c'est que comme d'habitude en échographie, il y a eu peu d'études standardisées, il y a eu plusieurs seuils, donc c'est toujours difficile de dire qu'il faut faire ça, mais en fait, il faut faire des études supplémentaires avec des nouveaux paramètres, notamment les volumes en 3D, par exemple, qui sont maintenant standardisés. On appuie sur un bouton, on a le volume en 3D quand on a un patient qui est échogène. Donc ça peut être intéressant.
Donc, les marqueurs pronostiques en imagerie et en échographie particulièrement, donc ce sont toujours les mêmes que ceux d'avant, mais on y rajoute en plus le rapport TAPS sur PAPS, avec des seuils à 0,19 pour le pronostic sombre et un seuil à 0,32 pour le bon pronostic chez les patients qui sont en vert. Donc ça, c'est pour l'évaluation initiale du patient, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait le tableau en trois strates de risque. Donc les autres paramètres, ça reste la dilatation de l'oreillette droite et la présence d'un épanchement péricardique. Et par contre, la fonction VD ne figure que uniquement évaluée en IRM. Tous les combien est-ce qu'il faut faire une échographie à un patient qui est suivi pour une hypertension pulmonaire? Donc globalement, il faut la faire au début, après l'instauration ou les changements de traitement 3 à 6 mois plus tard, en cas d'aggravation clinique, et on peut la proposer également tous les 3 à 6 mois, mais il n'y a pas de raison que ce soit systématiquement tous les 3 à 6 mois, surtout chez des patients qui vont bien ou qui n'ont pas besoin d'autres examens qui sont assez stables. Pour autant, quand on regarde est-ce qu'il faut l'échographie pour l'évaluation du risque lors du suivi du patient, ça ne fait pas partie de l'évaluation du risque, de la stratification du risque comme on entend au sens classique avec l'évaluation en 4 strates. Mais, donc ce n'est pas dans les recommandations, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on a des paramètres qui sont pronostiques, qui sont importants. Mais en fait, je signalerai également que c'est pareil pour les critères de cathétérisme, c'est important pour le pronostic du patient, ça ne figure pas dans les 4 strates, et pour autant, ça peut être utile également. Donc c'est pour ça que c'est important de signaler qu'on peut aussi se servir de l'échographie dans le suivi à visée pronostique. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez. Vas-y, on. Ouais. Avec celui-là de Lille, on s'intéresse depuis longtemps à la sclérodermie systémique, bien évidemment. Il y a une population qui est extrêmement intéressante, c'est la population DETECT. Parce que c'est 460 patients qui, d'évolution depuis 3 ans, et d'LCO de moins de 60%, sans atteinte pulmonaire sévère ni cardiaque sévère, ont eu un cathétérisme cardiaque droit. On a pu revoir la base récemment. Et en fait, dans cette cohorte, il y a 34 patients qui ont une pression pulmonaire entre 21 et 24, avec des résistances entre 2 et 3. C'est 7,3% de la population. C'est quand même pas si rare que ça, si on les cherche systématiquement par un cathétérisme. Donc si on regarde cette population, il y en a un tiers qui ont une fuite tricuspide à plus de 8. C'est donc 2 tiers qui n'ont pas de fuite tricuspide à plus de 8 sans autre anomalie cardiaque. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'échographie qu'il faut faire pour le dépister. C'est quoi? L'écho d'effort ou un autre type? Le test d'effort cardio-pulmonaire, il est très clairement mentionné dans les guidelines, en particulier pour ces patients. Enfin, je pense que c'est important. Et puis la DLCO va nous aider, parce qu'un patient sclérodermique qui est symptomatique, qui a une DLCO effondrée, je pense que même si l'écho, il y a une probabilité faible, nous, on ne dira jamais il ne faut pas faire de cathétérisme, sûrement pas. C'est pour ça que l'échographie, c'est bien, je l'ai dit encore une fois, mais c'est certainement pas diagnostique. On va manquer des patients. Je pense qu'il n'y a aucun examen qui ne manque pas de patients. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir une évaluation qui est globale, et a fortiori chez des patients qui sont à risque, comme les sclérodermies, où on a souvent du mal, on va plus tourner autour, mais vous avez raison. Après, l'écho d'effort, le problème, c'est quels paramètres utiliser dans l'écho d'effort. Je ne sais pas si aujourd'hui, on est tous d'accord. Parce que dans l'écho d'effort, quand vous avez l'augmentation, enfin on peut prendre des témoins, on va avoir une augmentation de la pression pulmonaire chez quasiment tous les témoins, avec une augmentation de la fonction contractile du VD. Donc je pense que les bons paramètres, c'est des paramètres qui font le rapport du débit, enfin de l'ITV sous-pulmonaire avec la pression pulmonaire. Je pense que c'est ça les meilleurs paramètres. Mais le souci, c'est qu'on a parfois beaucoup de mal à les mesurer, en particulier à l'effort, parce que le décubitus latéral... Je fais des échos d'effort, donc je peux être témoin pour dire que c'est pas si évident que ça. Donc je pense que c'est un bon examen. De là à dire qu'il faut le généraliser, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui ne pourront pas avoir cet examen qui sera rentable sur le plan diagnostique, parce qu'on n'y verra pas suffisamment. J'ai oublié de dire un mot. On a parlé de la valeur pronostique du TAP sur PAPS. Il y a une super étude qui est française, en plus, alors pour une fois on fait cocorico. L'étude qui est dans le premier auteur est Charles Fauvel, Rouen, Lille, Marseille et Paris en collaboration, sur la valeur pronostique de ce paramètre qui est associé à la classe Annie-Rekasha et au BNP. Donc je trouve que vraiment l'échographie, si on arrive à la faire de manière standardisée, elle peut complètement s'intégrer à l'évaluation du risque du patient, et de la même manière que c'est assez facile finalement de demander des échographies et de suivre ces patients comme ça. Donc je pense que c'est à la fois on peut faire plus d'études
comme ça. Encore félicitations à ceux qui l'ont réalisé. Et c'est très intéressant, notamment dans les années à venir. J'ai alors une petite question. En ce moment, si je ne dis pas de bêtises, chez les cardiologues, il y a une innovation incroyable. Les glyphosines ravagent votre quotidien. Et si j'ai bien entendu ce qu'ont dit les cardiologues, ils ont dit qu'il n'est même plus utile de mesurer la fraction d'éjection ventriculaire gauche, puisque les glyphosines marchent quelle que soit la fraction d'éjection. Et on connaît la fragilité des marqueurs, et en particulier du E sur E', qui est si mal corrélé à la PT-DVG. Alors moi, je m'inquiète un peu de ce qui est en train de se passer, notamment, et vous en avez parlé, des échographies faites dans des zones moins expertes que dans cette salle. Alors, sur le fait qu'il ne faut plus mesurer la FEVG, alors oui, ce n'est pas parce qu'on peut donner un médicament à la FE préservée ou à la FE réduite qu'il faut dire qu'il ne faut plus mesurer la FE, parce que ça marche d'autant mieux que la FE est altérée. Hein. C'est-à-dire qu'on donne un médicament à des FE très préservés à plus de 60, on a quand même beaucoup moins de chances que ça fonctionne que si la FE est à 35. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur les paramètres échos qui disent que les pressions de remplissage sont élevées, c'est pas que le sur-E', c'est vraiment une association de facteurs. On peut parler aussi du strain de l'oreillette gauche. C'est tous des paramètres qui sont maintenant... Alors, il y a quelques années, on pouvait en parler, on disait « Ah oui, mais c'est difficile à mesurer, c'est pas sur tous les appareils ». Maintenant, ça prend 30 secondes. Ça prend 30 secondes, mais comme tous les constructeurs sont un petit peu faits différemment, c'est difficile de standardiser tout ça. Mais on peut tout à fait avoir des études, et on en voit quand même fleurir de plus en plus, sur l'évaluation des pressions de remplissage avec le sur-E', le volume de l'oreillette gauche, le flux transmitral classique et le strain de l'oreillette gauche. Mais ce n'est pas un paramètre qui va tout dire. Comme à chaque fois en échographie, si on suit une chose, on risque de passer à côté d'autre chose. Parce que la décision, elle est simple. C'est je vais au cathétérisme ou j'y vais pas. C'est-à-dire que vous êtes sur un multicritère pour une décision qui, elle, est monocritère. Donc c'est difficile quand même encore. Hein. On peut craindre dans cette évolution. Enfin, j'entends que vous êtes moins inquiète que moi, mais j'ai l'impression que c'est un point important. J'ai l'impression. Je suis peut-être plus optimiste. Oui, c'est bien. D'autres... Question? Non? Ouais. Une petite question. 99% des échographies sont faites par des hypertensiologues pulmonaires. Comment tu vois l'intégration de l'approche, justement pas par la démarche, mais par des paramètres alternatifs? Est-ce qu'il faudrait imaginer une simplification en disant juste 2 critères sur 3 plutôt que de tous les lister? On a 9, 10, 11 maintenant. Donc, alors, on a peut-être une chance. Je vais aller volontairement à contre-courant. Peut-être que c'est une chance que demain, ce ne soit pas des cardiologues qui fassent des échographies. Pourquoi ? Parce que nous, on va réfléchir en essayant d'aller droit au but, etc. Désolé. J'ai enregistré. Hein. Non. Non, mais regardez ce qui se passe en Angleterre. Un sonographeur, il a sa liste d'examens à faire, il a sa liste de paramètres, il prend les paramètres et derrière, il y a une interprétation. On a de l'intelligence artificielle, on a des paramètres, on a tout à fait un appareil d'échographie qui, une fois qu'on mesure les paramètres, peut nous répondre. On a une probabilité faible, élevée, moyenne, intermédiaire d'hypertension pulmonaire. Donc si demain on va vers ça, bon, c'est pas très reluisant pour le cardiologue échographiste que je suis aussi. Mais après, outre la formation, la dissémination, on va dire des connaissances sur comment est-ce qu'on fait une échographie pour l'hypertension pulmonaire, je suis la première à reconnaître que dans mon service, j'y arrive pas. Et pourtant, je rate souvent. Je connais. Mais je pense que c'est une chance finalement de profiter de ça et de dire qu'il faut faire ce genre de choses. Et il faut continuer à aller animer les soirées dans les amicales de cardiologie, à aller dire comment on fait. Hein. Et à disséminer EchoRide, parce que finalement, en jouant, les internes, ils sont contents. Nous, ils ont tous l'application, ils sont obligés d'avoir, sinon je sévis. Finalement, ça leur est utile en disant, ils vont chercher les tableaux des guidelines, ils vont regarder quels sont les paramètres, parce que souvent, ils ne se souviennent pas quand ils font l'écho de ça. Et donc, ils ont besoin de leur petit outil, ils ont le smartphone dans la poche, ils le sortent, ils regardent et ils finissent leur écho. Merci beaucoup, bravo. Nous allons avoir maintenant le professeur Chawat de Nancy qui va nous parler de l'imagerie et en particulier de la tomodensitométrie et de l'IRM pour une présentation de 15 à 20 minutes. Bonjour à tous. Merci Olivier pour l'organisation. C'est
effectivement un plaisir de se retrouver dans un amphi. Alors j'ai oublié la diapo de lien d'intérêt. J'ai fait 3 sympos au cours des 3 dernières années. GSK, Boehringer et Accéléron, et une invitation à l'ERS par JNJ. Alors je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà. Et le pointeur, voilà, ok. Voilà, donc j'avais fait ce topo il y a 20 ans. Je crois que c'était les deuxièmes JF. Et j'avais dit, la scintille, c'est super important. Le scanner, on s'en fout un peu. J'avais beaucoup énervé le radiologue. Alors, je ne sais pas s'il y a des radiologues. De toute façon, là, je vais donner l'appréciation des guidelines, hein, essentiellement. Je donnerai un petit peu mon avis. Voilà, donc le scanner, tout d'abord, l'IRM, c'est plus dans le suivi, mais le scanner apparaît là dans le diagnostic. On l'a souvent avant le cathétérisme, ou parfois quand ils arrivent dans les centres de compétences, on a les examens qui sont faits à la suite, et le scanner parfois arrive après le cathétérisme. Mais bon, vous verrez là dans les guidelines, on parle d'abord comme outil de détection de l'hypertension pulmonaire, mais ce n'est pas tellement, je trouve, en pratique utilisé dans ce sens encore. Ça va sûrement évoluer dans les années à venir. Et puis après, comme outil pour distinguer le type d'hypertension pulmonaire, on va le voir comme ça dans le plan. Et en troisième, on verra que ça peut servir comme outil pronostic, mais il y a très peu d'études, et là, on parlera plutôt d'IRM. Alors tout d'abord, ici, ce moyen de détecter l'hypertension pulmonaire au scanner, hein, dans une étude américaine multicentrique, où il y a 2 paramètres, hein, le rapport de l'aorte, de l'AP sur l'aorte mesuré au niveau de la première bifurcation du tronc de l'artère pulmonaire principale droite, hein. Donc le plan de coupe est important, et vous voyez ici 3 exemples où ce rapport est normal, légèrement augmenté, modérément augmenté ou sévèrement augmenté, hein. Ça a été fait dans 2 cohortes, hein, de plusieurs centaines de patients, une première cohorte, puis après une cohorte de validation, avec des seuils qui sont différents pour la valeur normale chez les hommes par rapport aux femmes. Et là, ils ont stratifié en 4 groupes, hein, pour d'abord identifier ceux qui étaient normaux, ceux qui avaient un risque très élevé, et puis les 2 situations intermédiaires, l'hypertension pulmonaire légère ou modérée. Et on voit ici que si on prend le seuil inférieur, qui est pour le diamètre de l'AP de 27 mm chez la femme et 29 chez l'homme, la sensibilité est très bonne, hein. Vous voyez ici 99% de sensibilité. Par contre, si on prend le seuil supérieur, hein, qui est de 34 mm de mercure, millimètres, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Là, on privilégie la spécificité, hein, c'est logique. On arrive à une spécificité de 98%. Alors l'autre, ça c'est pour le diamètre, et l'autre paramètre, hein, qui n'est pas dépendant du sexe, hein, c'est le rapport AP sur aorte, hein, et qui permet d'avoir aussi une bonne sensibilité et spécificité. Voici pour l'outil diagnostique qu'est cette mesure du tronc de l'AP. Alors l'équipe de Sheffield a essayé de trouver un outil multiparamétrique avec le scanner, hein, pour toujours déterminer les patients qui avaient une hypertension pulmonaire. Donc on retrouve ce diamètre de l'AP rapporté à l'aorte, mais il y en a d'autres, hein. Il y a la paroi antérieure la chambre de chasse du ventricule droit ici. Il y a l'angle du septum interventriculaire. Ici, les rapports de surface VG, VD. Et puis ici, l'écrasement du VG qui permet d'avoir un paramètre plus meilleur en termes de sensibilité et spécificité, comme ça peut se voir sur ces courbes ROC, hein, où on voit très bien
que pour chaque paramètre qui s'ajoute au modèle, on augmente le compromis entre sensibilité et spécificité. Vous voyez ici une R sous la courbe de 0,94, hein, ce qui donne un bon outil diagnostique. Alors on verra à la fin, je ne reparlerai pas de scanner, mais pour ce qui est du pronostic, cet outil multiparamétrique a une bonne valeur pronostique également dans cette étude faite par le groupe de Sheffield. Alors, on va passer à l'IRM, mais en restant toujours sur le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Ici, alors toujours ces mesures de l'artère pulmonaire. Hein. Alors là, on est plus sur des mesures de surface de l'artère pulmonaire en systole et en diastole. Hein. Alors moins le tronc de l'artère pulmonaire se distend en systole, plus l'hypertension pulmonaire est sévère. Et puis on a aussi les volumes, la masse ventriculaire droite et gauche qui est mesurée, et toujours l'angle du septum interventriculaire qui sont des paramètres utiles. Et dans cette étude, ils ont en plus ajouté une mesure qui est le flux en sang noir en IRM. Et on voit que plus l'hypertension pulmonaire est sévère et plus le sang est ralenti de manière proximale. Hein. Vous voyez ici une IRM normale où les vaisseaux pulmonaires sont très noirs de manière distale, et plus l'obstruction est proximale et plus l'hypertension pulmonaire est sévère. Moi, je ne vois pas les chiffres, mais là, je pense que c'est une PAP de plus de 50 ici. Hein. Donc, c'est un autre outil pour permettre de stratifier en fonction du niveau d'hypertension pulmonaire. Et on voit ici, sur cette courbe ROC, qui montre une R sous la courbe de 0,99, donc un bon outil qui a une bonne sensibilité et spécificité, qui est encore une fois multiparamétrique pour déterminer s'il y a une hypertension pulmonaire ou pas. Alors passons maintenant au diagnostic du groupe, hypertension pulmonaire groupe 1, 2, 3, 4, 5. Ici un exemple où même dans le groupe 1, le scanner peut être utile en 2022, alors que ce n'était pas le cas en 2002. Ici, un premier cas de mutation TBX4, où on a tout de suite été perturbé par ces anomalies scanographiques. Il y a de l'emphysème, il y a un épaississement des septa, il y a des images kystiques, il y a des espèces de diverticules autour de la trachée. Bon, je n'avais pas assez de place sur la diapositive pour montrer la courbe frontale qui était aussi très démonstrative. Et c'est un cas qu'on a publié avec Arnaud qui est dans la salle, je crois, premier auteur. La coupe de droite, c'est aussi une histoire d'un patient du groupe 1, mais on avait, nous, la notion d'une maladie familiale. Mais on voit qu'il y a de l'emphysème. Donc on aurait pu se poser la question, est-ce que c'est un groupe 3 ? Mais bon, ce patient est d'une famille de maladies véno-occlusives. Et si on regarde bien, et je dois dire que cette diapo, je ne sais pas si vous voyez les nodules flous, mais nous, sur le premier passage du scanner, personne n'a vu ces nodules. Donc il avait quelques adénopathies hilaires, et puis ces nodules flous qui sont vraiment des signes de MVO et qui permettent déjà avec le scanner, quand on a les données hémodynamiques, de dire c'est probablement un groupe 1, c'est une maladie véno-occlusive et ce patient a été muté. Alors c'est EIF2 AK4, oui, tout à fait. Voilà, donc ces images qui permettent de diagnostiquer ces formes syndromiques d'hypertension pulmonaire familiale. Voici là, on voit les nodules avec les flèches. Je pense que vous les voyez. Alors, après, groupe 1, groupe 3, c'est aussi un gros challenge. Alors, je vous ai monté 3 patients qui ont été vus au cours des 3 dernières années, qui sont encore en vie tous les 3 d'ailleurs, avec tous une BPCO. Ils ont tous le diagnostic de BPCO selon Gold. Ils ont un rapport VEMS sur CVF inférieur à 0,7. Ce sont des fumeurs. Et ils ont de l'emphysème, comme ça se voit sur les 3 scanners.
avec un degré différent d'emphysème. Et quand on regarde les explorations fonctionnelles respiratoires, on voit qu'il y a quand même des différences, et surtout l'hémodynamique. Et je pense, c'est ce qui a été dit par Pamela, ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble. Là, on a eu un papier qui est sorti fin juin de Marius Opper, où il prend en compte uniquement la DLCO pour caractériser les patients, avec un seuil de 45%. Là, on voit qu'ils ont tous une DLCO basse, ils ont tous une hypoxémie, ils ont tous de l'emphysème, ils ont tous un déficit ventilateur obstructif. Mais si on met en contraste l'ensemble de ces données, on voit qu'ils sont quand même très différents. Le premier, en fait, c'est le patient qui a la maladie véno-occlusive pulmonaire. Il a bien une BPCO et de l'emphysème, mais c'est une comorbidité, hein, c'est un groupe 1 avec une comorbidité. Le deuxième patient, 61% de VEMS, il est hypoxémique, hypocapnique, mais il a une hypertension pulmonaire quand même franchement sévère, avec 51 de PAP moyenne, 10 de résistance. Il avait un index cardiaque abaissé. C'est une hypertension pulmonaire sévère du groupe 3 ou une hypertension pulmonaire du groupe 1, donc une HTAP de phénotype respiratoire. Je ne sais pas comment le placer. En tout cas, il est sous bithérapie depuis 3 ans. Il est en vie, il est stable. Donc je pense que ce n'est pas simplement une BPCO. Et puis le dernier, c'est l'hypertension pulmonaire du groupe 3 classique, hein, de la BPCO, où on voit un VEMS très bas. Et puis le signe important, c'est l'hypercapnie, hein. Les patients qui ont une maladie vasculaire pulmonaire n'ont pas d'hypercapnie. Et puis il est très distendu au scanner. Là, on revient à l'imagerie. Alors on va revoir les scanners. Donc là, c'est le premier, maladie véno-occlusive. Le deuxième, hypertension pulmonaire sévère de la BPCO ou HTAP de phénotype respiratoire. Et puis celui-là, vraiment un emphysème destructeur majeur avec une distension. Donc là, le scanner est vraiment très utile. Je pense qu'il faut l'analyser avec soin chez ces patients et l'intégrer avec les autres paramètres. Alors on va passer maintenant, alors un mot bien sûr sur le scanner sur le groupe 4, hein, je pense que c'est fondamental. J'aurais pu prendre un peu plus de temps, mais on m'avait donné comme consigne 15 minutes de temps de parole. Donc ici, j'ai pris ces images-là du Position Paper de la Fleischner Society, hein, qui a été publié en 2021, qui est, si vous intéressez à l'imagerie dans les maladies vasculaires pulmonaires, il faut lire ce papier avec tous les signes d'hypertension pulmonaire du groupe 3, hein, donc d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Hein. Tout d'abord, les défauts de perfusion, hein, on en voit un ici. Les bandes endoluminales, on en trouve une ici. Là, il y a une sténose par ici, avec parfois des sténoses et des dilatations post-sténotiques. Hein. Et puis, vous avez des collatérales de la circulation systémique qu'on voit très bien ici, et même certaines qui viennent de la région sous-diaphragmatique. Donc, quand on a une association de ces signes, bien sûr, c'est une hypertension pulmonaire du groupe 4. Hein, donc, mais le principal point, quand même, c'est qu'il faut dire, malgré tout, que même si le scanner est devenu très performant, il faut faire la scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion. Alors, dans ce papier de Madame Rémy Jardin, elle dit que cette affirmation est basée sur des scanners d'ancienne génération, que si on fait des scanners, des images sur des machines récentes et vues par des experts, on ne passe pas à côté d'une maladie thromboembolique. Mais les guidelines restent sur cette position, je l'ai d'ailleurs reprise intégralement. Alors maintenant, passons au pronostic. Alors je rappelle que l'étude de Swift sur le scanner de Sheffield avait des paramètres qui avaient une valeur pronostique, mais là on va plutôt s'intéresser à l'IRM. Et je rappelle, je prends 30 secondes pour faire une parenthèse, qu'on a un PHRC en cours au niveau du réseau, hein, qui s'appelle le PHRC Evita, qui est la seule étude prospective où on va, avec comme critère principal, comparer l'IRM au cathétérisme cardiaque droit, avec différents critères secondaires d'évaluation qui sont importants sur la morbimortalité de ces patients. Et juste une parenthèse sur les réévaluations là, qui sont en cours, hein, pour ceux qui sont investigateurs,
N'oubliez pas le NT-proBNP, le test de marche de 6 minutes, la classe fonctionnelle, l'IRM et le KT à faire au cours du même séjour, hein. La visite à 2 ans est fondamentale. Je sais qu'il y a beaucoup de patients qui vont arriver là dans les centres pour la visite de 2 ans. Alors ici, dans cette étude, alors ce sont des études de cohorte que je vais vous présenter. Ici, encore une étude de Sheffield. À Sheffield, ils font des IRM avec le même jour que le KT ou le jour qui précède ou le lendemain, depuis une quinzaine d'années quasiment, chez tous leurs patients qui ont une HTAP. Donc c'est l'étude de Swift, avec un édito qui est très intéressant là, du groupe de Baltimore. Et on mesure donc soit l'AP ici, pardon, l'AP en systole et diastole, cette différence de surface entre la systole et la diastole, qui a une valeur pronostique, et puis la fraction d'éjection ventriculaire droite et d'autres paramètres ventriculaire droit et gauche pour prédire le pronostic de ces patients. Alors ici des images, bon, elles sont belles, elles ne sont pas super utiles en clinique, mais pour vous dire comment c'est fait, en fait, on a plusieurs plans de coupe, grand axe, petit axe, qu'on va après prendre sur un cycle et les mettre en boucle. Et ici, vous avez une animation en grand axe, ici en petit axe avec plusieurs niveaux de coupe, et on voit très bien comment se contracte le VD chez ces patients lorsqu'on fait ce type de reconstruction. Alors ces images d'IRM ont fait l'objet de plusieurs études de cohorte. Elles ont été regroupées dans une méta-analyse qui a été publiée l'année dernière, qui regroupe 22 études, je crois, près de 2000 patients sur un suivi de près de 5 ans. Et on voit ici les paramètres qui ont une valeur pronostique sur la mortalité ou sur l'aggravation clinique. Le principal, c'est la fraction d'éjection ventriculaire droite. Plus cette fraction d'éjection ventriculaire droite est basse, moins bon est le pronostic. Ça prédit également l'aggravation clinique. Alors après, il y a le volume d'éjection systolique mesuré sur le VD, qui est aussi un indice pronostic. Et puis il y a des mesures du VG aussi qui sont intéressantes, et puis le volume télédiastolique du ventricule droit, vous voyez, en fonction de plus le malade est sévère, plus c'est dilaté ou plus la valeur est diminuée, ça va dans un sens différent, mais vous voyez que pour la mortalité, tous ces paramètres s'écartent de la valeur 1 et donc ont une valeur pronostique intéressante, et quand on les combine, on arrive à avoir une très bonne prédiction de la mortalité et pour certains paramètres de l'aggravation clinique. Alors ici, normalement, il y a une animation. Alors là, ce sont des images d'une patiente de Bicêtre de 25 ans environ. C'est Benoît Lechartier qui me les avait transmises l'année dernière, qui arrive en classe fonctionnelle 3-4, qui a à peu près 50 de PAP moyenne, des résistances à plus de 12. Alors vous voyez son ventricule droit et son oreillette droite très dilatées, qui gêne d'ailleurs la fonction ventriculaire gauche. Et puis, c'est une patiente répondeuse au NO qui est traitée par inhibiteur calcique, mais on a le même effet chez les patients qui ont une baisse importante des résistances sous bithérapie ou trithérapie. Et vous voyez la différence avec une nette amélioration. Et surtout, on voit que le ventricule gauche, là, il est moins gêné en diastole lorsque le VD est moins dilaté. Voilà, donc on retourne aux guidelines avec la place. Alors, le scanner, on a vu sa place, ce que je vous ai donné, c'est ce qui est à peu près écrit dans les guidelines. En termes diagnostiques, je ne vais pas reprendre tout le détail, mais bon, en termes de recommandations, ça ne repose pas sur des études multiples et de très bonne qualité. L'angioscanner thoracique, par contre, chez les patients suspects d'hypertension pulmonaire, thromboembolie chronique, c'est une recommandation de classe 1
mais là aussi de niveau C, hein, mais bon, je pense que c'est très important d'utiliser cet outil au moins pour catégoriser les patients, hein, dans les groupes. Et puis dans le suivi et l'évaluation du risque, hein, on voit que l'IRM prend une place importante, hein, puisqu'elle est mise au même niveau que l'échocardiographie. Dans le suivi, ça dépasse même le KT, hein, sur ces recos de 2022, avec des seuils pour la fraction d'éjection ventriculaire droite, le volume d'éjection systolique et le volume télésystolique du VD. Hein. Donc des données importantes à connaître sur des paramètres de suivi de ces patients. Voilà le tableau en grand. Merci. Qui a des questions pour Harry? N'hésitez pas. Cécile. D'accord. Bon, merci beaucoup Harry pour cette présentation. Moi j'avais une petite question par rapport à ton avis la place de l'IRM justement dans ce suivi, parce que tu dis que bon, pour le moment on manque de données, il reste Evita, etc. À ton avis, comment on placera cet examen? En tout cas, pour ma part, j'ai des problèmes de disponibilité d'examen, ce qui rajoute un problème. Et aussi par rapport aux patients chez qui il y a des contre-indications, corps étranger, ou aussi claustrophobie, puisque ça moi, j'y étais confrontée beaucoup dans le protocole. Et quelle serait la fréquence de ces examens et quelle en serait réellement la place? Alors, d'abord, la deuxième partie de la question. Nous, on a inclus quand même un certain nombre de patients. Hein. Bon, je n'ai pas dit, je crois, 169 patients sur 180 prévus, donc c'était quand même... et puis, on est le deuxième centre en France après Toulouse, donc on en a vu quand même beaucoup, ils ont été réévalués. Les contre-indications, je souvenir de 2 patients, nous, sur notre quinzaine de patients, et tous les deux pour claustrophobie. Hein. Après, ce n'est pas si fréquent que ça. Hein. Il y en a une, elle était d'accord, et arrivée dans le scanner, elle a demandé qu'on la sorte, enfin dans l'IRM, elle a demandé qu'on la sorte de la machine. Pour moi, ce n'est pas un gros impact. Hein. Après, les contre-indications sur les corps étrangers, maintenant, la plupart des corps étrangers sont compatibles avec les IRM. Et on arrive même à mettre les patients avec les pompes à flot lent. Hein. On met des rallonges de 4 mètres et on met la pompe à l'extérieur de la machine. Donc ça, c'est pour le côté patient. Après, c'est sûr qu'on a un manque de plages d'IRM dans les centres. Hein. Alors nous, on a la chance d'avoir un CICIT où le développement de l'IRM est très important, mais je suis conscient qu'il y a un certain retard en France par rapport à d'autres pays d'Europe. Oui. Ah, Grégoire, attends, comme ça enregistré, il faut qu'on parle dans le micro pour que... Voilà. Oui, tu me dis si je me trompe, Harry, mais il me semble que dans le protocole Evita, donc la durée de l'IRM est assez brève finalement par rapport aux autres IRM cardiaques. Et peut-être qu'il faut préciser aussi à nos radiologues qu'on ne demande pas une IRM cardiaque aussi complexe que ce qu'on demande parfois pour une sclérodermie par exemple, où c'est 45 minutes. Et que là, pour l'IRM, dans le cadre du suivi des hypertensions pulmonaires, tel qu'il est proposé en tout cas dans le protocole, je crois que c'est quand même plus bref. Oui, oui, tout à fait. Bon, on compte 30 minutes, mais c'est moins que ça en fait. Hein. On mesure... la taille du VD et du VG du VD en systole et en diastole, et on mesure le flux dans l'AP et l'aorte. Et ça s'arrête à ça, quoi. Donc il n'y a pas d'injection, c'est quand même très court. Bon, après, il y a une vision globale, plusieurs séquences hein, qui sont prises en... Mais c'est pas très long, effectivement. On a le droit à une petite question scanner. Oui, petite question scanner, Harry. Ah oui, oui. Tu as montré une très belle diapositive avec 3 dossiers très challenging parce que peut-être c'était flagrant, mais moi j'ai pas trouvé si flagrant les différences au scanner sur ces 3 images. Et il y a quand même la question de à partir de quand un scanner est suffisamment anormal pour faire changer notre vision. Donc je comprends aussi l'embarras dans les recommandations de savoir où est-ce qu'on le met vraiment, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment de seuil à partir duquel on dit bon ben là, il y a trop d'emphysème pour considérer que, et là, il n'y en a pas assez. Comment tu vois l'évolution de ça? Tu penses qu'on va quantifier les lésions? Comment tu...
La quantification de l'emphysème, je pense que c'est faisable. C'est pas utilisé en pratique, mais je pense que chez ces patients-là, c'est important, en sachant qu'on a des patients avec, comme ça, quand on regarde de manière empirique, il y a beaucoup d'emphysème. Et en fait, ils n'ont même pas de TVO, donc c'est très compliqué. Et puis, pour l'atteinte interstitielle aussi, hein, je pense que ça serait un moyen de quantifier, serait très utile pour essayer d'avancer sur ce sujet. Hein. C'est des discussions sans fin. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, en tout cas, c'est toujours la même discussion. Hein. C'est jusqu'où le scanner est anormal. Bon, merci beaucoup, Harry. Merci. Eh bien, il est l'heure d'accueillir David Montagny. Est-ce qu'on présente encore David? Non, on ne présente plus David, qui va nous parler... De quoi tu nous parles? De génétique, hein? Oui, je crois que c'est de génétique. Et on m'a dit génétique et guidelines. Donc la présentation est terminée puisqu'il y a 10 lignes. Allez. Donc je vais faire un peu plus large que ça et essayer de vous montrer en quoi c'est potentiellement intéressant. Mes conflits d'intérêts. Je voulais vous parler des nouveaux gènes et des relations génotype-phénotype. Vous savez qu'il y a deux situations où on peut retrouver des anomalies génétiques, l'hypertension artérielle pulmonaire héritable et la maladie véno-occlusive pulmonaire, enfin qui s'appelle maintenant hypertension artérielle pulmonaire avec signe d'atteinte vénulaire et ou capillaire. Ça, c'est le tableau qui résume un peu ce qu'il y a dans les guidelines. Il n'y a aucun intérêt de le regarder en détail, mais simplement, c'est la liste des gènes. Et en fait, ce qui est marquant, c'est qu'on a maintenant plusieurs, en gros, classes de gènes, plusieurs probablement moyens d'arriver à l'hypertension artérielle pulmonaire. On a des gènes impliqués dans la voie de BMPR2 et dans la cascade du TGF-bêta, dont principalement BMPR2. On a des mutations dans des gènes associés à des canalopathies, et des mutations dans les gènes du développement, ça c'est ce qui est le plus récent, et puis une mutation qui est liée à la maladie véno-occlusive pulmonaire, qui est EIF2AK4 dont on a parlé. Le point clé, c'est que c'est toujours des transmissions autosomiques dominantes à pénétrance incomplète. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a la mutation, il suffit d'une seule mutation pour être à risque, mais ce n'est pas parce qu'on a la mutation qu'on va développer la maladie. Et il y a une exception, c'est la maladie véno-occlusive pulmonaire qui, elle, est une transmission autosomique récessive à pénétrance, je pense, complète. C'est-à-dire que quand on a deux mutations EIF2AK4, je pense qu'on a 100% de malchance de développer la maladie dans le suivi. Alors, je vais aller très vite sur cette partie-là, parce que c'est des choses que vous connaissez déjà, puis on en a déjà parlé plein de fois. Le phénotype des patients BMPR2, il est particulier, mais en fait, ça ne change pas énormément la prise en charge. Simplement, si on commence à tester, si on teste tous les patients qui viennent à un centre de compétences ou de référence, on va retrouver 20% de porteurs de mutation BMPR2. Et le seul message clé de cette diapo, c'est que si on regarde, on va en trouver beaucoup dans les formes familiales, s'il y a plusieurs cas dans la famille. 90% des cas, ça va être une mutation BMPR2, mais si on teste des formes isolées, on va avoir 15 à 20% de mutations. C'est vrai pour toutes les mutations qu'on peut retrouver. Mais si on regarde en valeur absolue, vu qu'on voit beaucoup plus de formes sporadiques, au final, les patients porteurs de mutations prédisposant à l'hypertension artérielle pulmonaire, ils sont autant dans les formes sporadiques que dans les formes familiales. Donc si on teste que les formes familiales, on aura de 50%. C'est des malades qui sont plus graves, ils ont une hémodynamique plus grave, ils répondent moins bien, ils sont très rarement répondeurs aux NO, ils ne sont jamais répondeurs aux inhibiteurs calciques, ils sont plus jeunes et ils ont un pronostic qui est plus mauvais, probablement avec une évolutivité plus rapide de la maladie. D'autres gènes dans la cascade de BMPR2, et ceux-là on les connaît par d'autres biais, c'est ALK1 et endoglin, c'est des gènes du rendu osculaire, donc c'était connu déjà avant d'être impliqués dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Ils sont des corécepteurs de BMPR2 et donc participent directement à la cascade et à la voie de BMPR2. Le point clé, c'est que les malades qui ont un rendu osculaire peuvent développer des hypertensions artérielles pulmonaires, mais surtout les malades qu'on voit dans ce cadre-là, c'est relativement rare, mais en fait, souvent, on les voit pour une hypertension artérielle pulmonaire et on n'a pas de signe de rendu osculaire. Pourquoi? Parce que le rendu osculaire, c'est une maladie autosomique dominante à pénétrance complète à l'âge de 50 ans, et les malades qui ont une HTAP, on les voit entre 15 et 20 ans. Et à ce moment-là, il n'y a quasiment pas de signes. Alors des fois, il y a des épistaxis, quelques télangiectasies. C'est là que c'est intéressant de demander si dans l'histoire familiale, il y a des gens qui ont des télangiectasies ou des épistaxis. Donc l'HTAP peut être le premier signe de rendu osculaire. Et là, le pronostic est encore plus mauvais que pour BMPR2. Après, on a découvert d'autres gènes dans ces cascades-là, mais c'est des quelques familles et ça ne change pas la présentation clinique. Dans toute la cascade, on peut retrouver des mutations. D'autres gènes ont été impliqués, notamment des gènes dans les canalopathies, et le principal, c'est KCNK3.
qui code en fait pour un canal potassique qui est impliqué dans le contrôle du potentiel de membrane. Et donc là, quand on a découvert ça, on s'est dit super, on a l'explication des malades vasoréactifs ou des malades qui ont une vasoréactivité ou qui ont une vasoconstriction prédominante. En fait, tous les malades qui ont été décrits avec des mutations KCNK3, ils se présentent exactement comme les autres HTAP. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe une fois qu'on les a transplantés, ça c'est un poumon explanté d'un patient KCNK3, on a un remodelage extrêmement important et qui ressemble exactement à ce qu'on voit dans BMPR2. Alors maintenant, on sait que KCNK3, il n'est pas impliqué uniquement dans la vasoconstriction, il favorise la prolifération, il a un rôle dans les cellules musculaires lisses, dans les cellules endothéliales, dans les cardiomyocytes, et que tout ça aboutit à des hypertensions artérielles pulmonaires sévères, et ce n'est pas des profils de vasorépondeurs. Un mot sur la maladie véno-occlusive pulmonaire, je vous ai dit, c'est une transmission biallélique autosomique récessive à pénétrance complète. En fait, on en trouve plus fréquemment, bien sûr, dans les familles qui sont consanguines, puisqu'il y a plus de risques d'avoir une transmission dans les familles consanguines. On retrouve généralement tous les malades dans la même génération, ça c'est caractéristique des transmissions autosomiques récessives, autant d'hommes que de femmes parce que la pénétrance est complète. Il n'y a pas de prédominance féminine dans cette maladie. Et on a vu les anomalies scanographiques, ces malades qui ont une DLCO basse, qui répondent moins bien au traitement et qui ont un pronostic qui est relativement péjoratif, puisque 70% d'entre eux sont décédés ou transplantés dans les 3 ans qui suivent le diagnostic. Donc ça a quand même un intérêt lorsque parfois les diagnostics scanographiques, on se pose des questions. C'est généralement les sujets jeunes qui sont les formes héritables, mais on peut redresser des diagnostics. Et c'est vrai que la politique qu'on a actuellement, par exemple, dans le centre, c'est que quand on a un patient à quel on identifie 2 mutations IF2-AK4, on considère qu'on a le diagnostic confirmé de maladie véno-occlusive pulmonaire, mais on entame dès ce moment-là, dès le moment du diagnostic, le bilan pré-transplantation et la discussion vers la transplantation, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas répondre au traitement. Donc ça a quand même un intérêt pronostic et de prise en charge. Des gènes plus récents, des gènes impliqués dans le développement pulmonaire, et ça, c'est des nouveaux gènes qui ont été identifiés et qui changent un peu notre vision de ce qu'on avait de l'implication des formes héritables dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Toutes celles que je vous ai présentées se ressemblent, à part la maladie véno-occlusive pulmonaire, mais là, il y a des phénotypes un peu particuliers. La principale, c'est la mutation TBX4, qui est connue parce que c'était la mutation qui prédispose au small patella syndrome. En français, c'est le syndrome coxopodopatellaire, c'est-à-dire c'est une dysplasie osseuse qui touche les membres inférieurs et le bassin, et qui, comme tous les gènes de développement, a une très grande variabilité phénotypique. Dans la même famille, pour des mutations, il y en a des patients qui vont avoir juste les pieds plats, donc d'autres qui vont avoir des anomalies des orteils, d'autres des anomalies des genoux, du bassin, des fois des malformations beaucoup plus importantes, et puis aussi des hypertensions artérielles pulmonaires. On n'avait jamais fait le lien alors qu'on avait rétrospectivement vu beaucoup de ces malades, parce que c'est probablement la deuxième cause de mutation associée à l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors TBX4, c'est impliqué dans le développement des membres inférieurs. Chez le poulet, TBX5, c'est les ailes, et TBX4, c'est les pattes. Si on veut faire des poulets à 4 cuisses, il suffit de changer TBX5 pour TBX4 et on peut faire des poulets à 4 cuisses. Il y en a qui y ont pensé. Donc, grande variation phénotypique. C'est pour ça qu'on sait que ça sert à ça. Et surtout, ce qu'on a découvert, et qui n'était pas connu initialement, c'est que ce n'est pas impliqué que dans l'os. En fait, TBX4 a un rôle très important dans le développement de tout ce qui est le parenchyme pulmonaire, le développement des bronches. Et c'est ce que vous a montré Harry, c'est le même patient. Vous voyez un exemple de ce qu'on peut observer chez certains patients, diverticules trachéales, mais on peut passer à côté si on ne fait pas attention. De l'emphysème, c'est une anomalie du développement pulmonaire au sens large, et quelque chose qui est très caractéristique des kystes péribronchiques. Ça, il n'y a pas beaucoup de pathologies qui donnent ça. Et ça, si vous avez ça sur un scanner d'un patient qui a une HTAP, c'est très probablement un TBX4. Il faut lui demander, regardez ses pieds. Généralement, on le sait, où ils vous disent tout le monde a des anomalies de genoux dans la famille, où on a les doigts de pied collés, et ça marche à tous les coups. Donc on regarde tous les pieds des malades, et ils sont un peu surpris des fois en consultation qu'on leur dise si, je suis sûr qu'il y a un lien entre vos pieds, vos anomalies du pied et votre poumon. Alors, c'est pas impliqué. Alors, c'est le parenchyme. Ça donne du remodelage important, mais on voit des anomalies d'emphysème, des anomalies comme on voit dans les maladies du développement de l'enfant pulmonaire, du parenchyme pulmonaire anormal qui ne s'est pas fait de manière normale si on a les biopsies de ces patients. Mais là aussi, il y a une grande variabilité phénotypique. Je vous ai donné un exemple typique. Ce n'est pas toujours aussi marqué les anomalies bronchiques.
TBX, il y en a plein qui jouent dans le développement du cœur. TBX4, a priori, ça ne joue pas de ce qu'on connaît dans le développement du cœur, mais en fait, quand même, 15% d'entre eux, de ces patients TBX4, ont des cardiopathies congénitales associées. Donc c'est important de garder en tête qu'on disait jusqu'à présent, cardiopathie congénitale, ça suffit à expliquer une hypertension artérielle pulmonaire. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Peut-être que certaines de ces cardiopathies congénitales ont un autre facteur de risque et un facteur de risque génétique. Autre gène, KDR, qui est le récepteur du VEGF. Là aussi, c'est impliqué le VEGF dans le développement de la vascularisation pulmonaire et de la septation des alvéoles et du développement du parenchyme. On sait, si on donne des inhibiteurs de VEGF à des souris, ils font de l'emphysème. C'est un modèle d'emphysème pulmonaire, un modèle animal. Et on a pu identifier des mutations dans une famille de Dijon, une famille de Strasbourg, de mutations de KDR. Et ces malades, vous voyez, le premier malade était considéré, et on aurait tous fait pareil, considéré que c'était probablement une hypertension pulmonaire avec une maladie pulmonaire sous-jacente, d'un groupe 3. Ce qui a heurté, c'est qu'il y avait un deuxième malade, un deuxième membre de la famille à 60 ans, pareil, qui avait une hypertension pulmonaire, et ces malades avec des DLCO basses. Et en fait, on a publié cette semaine avec Marianne Rioux la première preuve histologique de ce qui se passe dans ces poumons. En fait, il y a du remodelage vasculaire, mais il y a aussi des zones d'emphysème, il y a des zones de fibrose, un poumon qui ne s'est pas développé complètement au niveau de la vascularisation pulmonaire. Et c'est probablement dans certains de nos malades qu'on appelle des hypertensions pulmonaires disproportionnées du groupe 3, peut-être des malades qui ne sont pas tout à fait des hypertensions pulmonaires du groupe 3, ou en tout cas des anomalies du développement plutôt. Dernier gène de développement, SOX17. SOX17, ça sert à quoi? Ça permet de faire la différence dans le développement entre une veine et une artère, et principalement au niveau du poumon. Et quand on a SOX17 qui ne marche pas, et en fait, nos veines et nos artères systémiques, bronchiques et pulmonaires sont un peu perdues et vont se connecter dans tous les sens. Et ça, c'est de découverte très récente. Et vous voyez un scanner de malade, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec ce que disait Harry. Pas toujours facile d'interpréter ce scanner. On se disait, ça ressemble à des malades qui ont peut-être des formes de maladies véno-occlusives pulmonaires. Il y a des sortes de nodules flous, mais ce n'est pas comme d'habitude. Et vous voyez, en fait, ce qu'il y a, c'est des micro-malformations, des micro-connexions de la vascularisation avec de l'effusion hémorragique autour. C'est ça, en fait, histologiquement. Et sur l'angioscanner à côté, vous voyez toutes ces anomalies vasculaires pulmonaires qui avaient été prises des fois pour des rendus osculaires, mais en fait, ce n'est pas des malformations artério-veineuses. Il y a des connexions artères systémiques, artères pulmonaires, veines systémiques, veines pulmonaires. Enfin, disons que ça va dans tous les sens. Et histologiquement, c'est des malades qui ont bien sûr du remodelage, mais qui ont aussi des artères bronchiques qui sont systémiques bronchiques qui sont très anormales. Ils font beaucoup d'hémoptysie, beaucoup plus d'hémoptysie que les autres. Pour ceux qui ont été transplantés, il y a eu des complications d'hémothorax parce qu'il y a des anomalies vasculaires entre la plèvre et le poumon. Donc là aussi, c'est bien de le savoir avant, parce que ça permet de prévenir les chirurgiens que c'est une forme qui a risque de saignement. Et là, vous voyez sur la dernière image, c'est un malade qui a été embolisé dans une artère bronchique, et là, on est dans une veine pulmonaire. Donc le matériel est passé de l'artère bronchique à la veine pulmonaire. Donc, je ne sais pas par où c'est passé, mais tout est connecté un peu de manière anormale. Et là aussi, il y a des cardiopathies congénitales parce que SOX17 est impliqué dans le développement. Donc il y a beaucoup de malades qui avaient été étiquetés initialement HTAP associés à des cardiopathies congénitales et qui finalement étaient des formes héritables. Et vous voyez que c'est intéressant, ceux qui ont une cardiopathie congénitale, ils ont une HTAP à l'âge de 10 ans. Alors ceux qui n'en ont pas, plutôt 25 ans. Donc comme si c'était un second hit. Vous avez une vascularisation anormale, on vous rajoute une cardiopathie congénitale et vous développez l'HTAP très précocement à 10 ans. Un mot sur le dépistage génétique, simplement comment ça se passe en pratique dans le réseau. Je pense qu'il faut proposer le conseil génétique à tous les patients qui ont une HTAP idiopathique ou familiale ou une MVO idiopathique ou familiale et toutes les HTAP avec une cardiopathie congénitale. On rattrape actuellement toutes les cardiopathies congénitales et dans 15 à 20% des cas, on découvre des mutations. Panel NGS, on teste une vingtaine de gènes. Dans une bonne partie des cas, on identifie des HTAP héritables. Parfois, on a des HTAP sans cause génétique et maintenant, on a la chance d'avoir le plan France génomique qui nous permet d'avoir une préindication hypertension artérielle pulmonaire. Donc, on peut et on fait, tous les mois, on a une RCP mensuelle de génétique qui est ouverte à tous. On peut discuter les dossiers et pour les formes familiales inexpliquées, pour les enfants et les patients jeunes, on repasse en génome ces familles et on identifie des nouveaux gènes ou des gènes ou des mutations dans des zones qui n'avaient pas été explorées.
Et ce qui est très important, je pense, c'est qu'il faut qu'on propose systématiquement, le fait d'identifier ces formes avec HTAP, c'est de proposer systématiquement un conseil génétique aux familles qui sont les apparentés de ces patients porteurs de mutations. Et c'est important parce qu'ils sont à risque. En plus, c'est une obligation légale. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié un gène, on est censé prévenir les membres de la famille ou laisser le patient prévenir les membres de la famille, mais on a ce devoir de le faire. Simplement, un mot sur Delphi 2 et le dépistage, puisqu'on avait dit qu'on parlait un tout petit peu de dépistage. C'était le protocole qui avait été fait initialement. On faisait un KT initial et puis un suivi non invasif tous les ans. Et puis, s'il y avait des anomalies, on faisait un cathétérisme pour savoir s'il y avait une hypertension pulmonaire. On avait inclus 55 apparentés porteurs de mutation BMPR2. Et on avait la surprise qu'au KT initial, il y en avait 2 qui avaient une HTAP extrêmement modérée, mais qui étaient diagnostiqués complètement asymptomatiques. On n'avait pris que des malades asymptomatiques, hein, entre 20 et 25. Il y a une patiente qu'on n'a pas traitée tout de suite. 3 mois après, elle avait 35. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit très longtemps quand on a une HTAP idiopathique entre 20 et 25. À mon avis, c'est un passage, ce n'est pas un arrêt. Et ce qui est intéressant, c'est que les malades qui avaient été diagnostiqués de manière asymptomatique entre 20 et 25, l'écho était passé à côté parce que voilà, il n'y avait pas de signe écho. Et ce qui nous avait aidé, c'était ils avaient des anomalies de l'épreuve d'effort, des anomalies faibles de l'ECG, mais quelques anomalies qui auraient pu nous orienter, et des DLCO qui étaient un petit peu diminués. Donc probablement que ces outils sont importants. Dans la suite de ce programme, on a suivi pendant 5 ans, il y a eu 250 visites, il y a eu 3 autres malades qui ont été diagnostiqués, mais là c'était non invasif, c'était sur leurs symptômes ou sur les anomalies de l'épreuve d'effort. Et vous voyez qu'on les diagnostique beaucoup plus graves, ceux d'après, que les autres, hein. C'est-à-dire que quand on est à peine symptomatique et qu'on a une épreuve d'effort anormale, on a déjà 9 de résistance en pratique. Donc c'est du dépistage précoce qui n'est pas forcément précoce en fait. Mais c'est quand même beaucoup moins grave qu'une HTAP BMPR2 qui vient en moyenne avec des résistances à 15. Mais quand même, on n'est plus très précoce. Ça donne une incidence de 2,25% par an d'HTAP chez les patients, chez les apparentés porteurs de BMPR2, 3% chez les femmes. Je pense que ça justifie d'avoir un plan de développement sur ces patients-là et sur ces apparentés et de leur proposer systématiquement un dépistage. Juste pour dire que maintenant, il y en a qui sont suivis depuis presque 10 ans et qui sont sous traitement oral et qui sont complètement stables. Donc ça a changé un petit peu les recommandations en disant que l'écho n'était peut-être pas l'examen qui était le plus simple quand les malades étaient asymptomatiques. C'est sûrement utile quand les malades sont symptomatiques, mais que pour le dépistage, il faut avoir une approche multimodale. En conclusion, j'ai mis juste il y avait les nouveaux gènes qu'on avait la chance avec les panels NGS et le plan France génomique. La génétique, je pensais que c'était important parce que ça permettait de dépister, d'avoir des phénotypes, de dépister les complications, qu'il fallait proposer le dépistage aux apparentés parce qu'il y avait un impact sur leur prise en charge. Et je vous rappelais qu'il y avait une RCP nationale. Et je pense que pour l'instant, on fait du dépistage principalement à Bicêtre avec ce programme-là. Et je pense que plusieurs d'entre vous seraient intéressés peut-être de pouvoir faire ce dépistage localement. Et je pense qu'on pourrait être en appui pour essayer de faire ça du point de vue national, d'essayer de collecter les données de manière nationale dans une sorte de registre de ces apparentés qu'on suivrait. Il faudrait qu'on ait une sorte d'HDJ type et qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire. Et pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, moi je suis toujours prêt à les accueillir, on en accueille plus de 100 par an, mais on peut aussi essayer de voir comment on pourrait le faire localement. Merci. Félicitations à tous les orateurs d'être à ce point à l'heure, hein. Des années de JF-HTAP et ça file droit, hein. Alors, des questions pour David ? J'ai le droit de poser la première, alors. Moi, j'étais très impressionné dans l'essai Sotatercept sur le nombre de patients BMPR2 inclus. Peut-être que les investigateurs avaient pressenti que c'était des bons patients. On va voir ce que donne la phase 3, il y aura sûrement moins. Est-ce que ça devrait devenir un standard dans tous les essais thérapeutiques de connaître le statut génétique ? Je ne sais pas si c'est un standard. En fait, Marc, les données ne sont pas disponibles encore, mais la réponse est bien que ça target la voie de BMPR2 et ça restaure cette voie-là. Ce qu'on sait, c'est que cette voie-là, elle est dysfonctionnelle chez tous les patients. Et c'est vrai pour tous les gènes qu'on a trouvés. À chaque fois qu'on découvre un gène, ça touche une famille, mais en fait, ça met en évidence tout un pan de physiopathologie
qui est anormal. Et finalement, si on regarde le KCNK3 de n'importe quel HTAP, il n'est pas normal. Si on regarde le BMPR2 de n'importe quel HTAP, il n'est pas normal. Donc je pense que ça nous aide à identifier des mécanismes et d'identifier des futurs thérapeutiques. Je ne suis pas sûr qu'actuellement, on puisse encore cibler la thérapeutique sur ça. Et les malades et on a des malades objectivement qui n'étaient pas porteurs de mutation BMPR2 et qui ont répondu excessivement bien. Et inversement, des malades qui ont un peu moins bien répondu alors qu'on sait qu'ils étaient porteurs de mutation BMPR2. Donc je ne suis pas sûr que ça soit... En tout cas, à ce jour, ça ne nous aide pas encore au choix des thérapeutiques. Oui. Une seconde, le micro. Voilà. Quel patient avec cardiopathie congénitale vous voyez en consultation de génétique? Alors là, je pense que Damien est dans la salle, Damien Bonnet, puisqu'il y a les patients que nous, on voit adultes. Nous, on est un centre adulte, donc on voit ceux qui nous sont adressés. Mais je pense que la politique aussi à Necker, c'est de maintenant tester toutes les hypertensions artérielles pulmonaires associées à des cardiopathies congénitales. Voilà, quel que soit le... Mais du coup... là, dans les patients, par vous exemple, voulez savoir ce qu'est les mutations mutations qu'on suit adultes, ouais, voilà, vous les voyez, par exemple? Alors, là, on a une cause, puisque c'est la trisomie. Mais par exemple, on a retesté tous nos Eisenmenger. On est en train de retester tous nos Eisenmenger de patients qu'on suit pour des CIA ou des CIV suivis depuis 10 ans. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient des formes génétiques pour 20% d'entre eux, qu'on considérait être comme suffisants. Et puis, il y a quand même des fois, on a des patients, clairement, dans les SOX17, là, il y a certains de ces patients, c'est des CIA ou des CIV fermés à 3 mois et à 10 ans, ils font une HTAP. On a du mal à croire que la cardiopathie congénitale qui a duré 3 mois dans la vie aboutit à une HTAP sévère 10 ans après. Je suis persuadé qu'il y a un autre mécanisme. Alors, on n'a pas l'explication pour toutes, mais puis il y a quand même maintenant beaucoup de données sur les cardiopathies congénitales indépendantes de l'hypertension pulmonaire pour dire qu'il y a aussi plein de facteurs génétiques. Mais lorsqu'il y a une HTAP et une cardiopathie congénitale, je pense que le panel NGS de l'HTAP est quelque chose qu'il faut faire. Encore des questions? Non, pas de questions? Vous aviez travaillé sur le fardeau psychologique d'être porteur, hein, comme ça. Ça continue à être l'enfer quand même pour les gens porteurs et suivis. Et en fait, pas tant que ça. En fait, ce qu'on sous-estime un peu, c'est dans les familles, ce que je sous-estimais avant de m'intéresser à ça, c'est le fardeau de toute la famille est malade et moi je ne suis pas porteur de la mutation. Et au final, c'est souvent ces apparentés-là qui vivent le plus difficilement ça, parce que j'ai perdu mon papa, ma sœur est malade, et moi, je suis passé à travers. Et c'est quand même un fardeau psychologique qu'on a tendance à sous-estimer, parce qu'en consultation, on dit, vous avez une superbe nouvelle, vous n'êtes pas malade. Et en fait, on passe peut-être un peu moins de temps, et c'est avec l'expérience qu'on se dit que cela, c'est plus difficile. Après, il y a tout un travail, hein, c'est-à-dire qu'il y a le conseil génétique avant, c'est un vrai job. Ça prend du temps, il faut expliquer les tenants et les aboutissants. Il y a des conséquences directes, hein, ça veut dire aussi dans des familles où parfois où il y a une histoire un peu triste, c'est aussi dire peut-être on pourra faire si vous voulez un enfant et que il y en a beaucoup d'apparentés qui ont décidé d'eux-mêmes de ne pas faire d'enfant, de dire mais en fait on a des moyens avec la procréation médicalement assistée, des dépistages prénatal, préimplantatoire, on a des propositions à vous faire, on va vous suivre et en fait ils sont rassurés d'être suivis quand même plutôt que d'être dans la nature. Donc bon, il y a une balance, hein, mais en fait, 95% des gens que je vois en consultation souhaitent faire le test génétique. Alors, ça dépend probablement. Je n'essaye pas d'être le plus neutre possible. Je leur donne toutes les conséquences positives et négatives. Mais je pense que si on explique bien, les plupart sont demandeurs d'un suivi. J'ai une petite question, David. Par rapport au dépistage, vous vous limitez aux plus de 18 ans. Les enfants ne sont pas dépistés et vous vous arrêtez au premier degré? Alors, c'est une bonne question. En pratique, on identifie un patient avec une HTAP, on propose à tous les premiers degrés. Donc, premier degré en génétique, c'est-à-dire on partage 50% du patrimoine génétique. C'est pas comme pour votre notaire, mais donc c'est les parents, la fratrie et les enfants. Dans un premier temps, mais en fait c'est du saut de puce parce que si on identifie chez la maman une mutation BMPR2, on va faire ses apparentés du premier degré. Donc c'est un travail étape par étape. Par contre, on essaye de ne pas sauter d'étape pour se dire on va tester tout le monde dans la famille. Parce que dès qu'on arrive sur quelque chose de négatif, on ferme la porte pour les autres. Et puis pour les enfants, pour les adultes, alors
Ce qui est considéré actuellement, c'est vu que pour la plupart des gènes, jusqu'à présent, il n'y avait pas de proposition de traitement préventif. On considérait qu'on devait attendre qu'ils soient en âge de décider par eux-mêmes. C'est plutôt ça la loi, et donc on peut un peu avancer les 18 ans. 18 ans si les enfants sont un peu plus mûrs, mais normalement c'est 18 ans. Mais avec les nouveaux gènes de développement, et puis notamment avec le rendu ossellaire, mais aussi avec ces anomalies bronchiques, ces risques d'hémoptysie, tout ça, on a peut-être intérêt à dépister et de cardiopathie congénitale, pardon, à faire du dépistage plus précoce pour des gènes spécifiques. Mais alors ça, par exemple, quand c'est des enfants comme ça, je les envoie à Damien Bonnet. Là, il y a une discussion importante à avoir avec la famille, et c'est du vraiment cas par cas, en donnant toutes les informations. Mais ça a changé un petit peu le fait de ces gènes de développement. Donc, je reviendrai vers vous s'il y en a qui sont intéressés pour participer à ce dépistage local, pour vous dire un peu ce qu'on fait, puis essayer de se coller et voir comment on peut collecter l'histoire de ces apparentés. L'association de patients est très demandeuse aussi qu'on essaye d'être le plus... ils m'ont beaucoup poussé au départ, et à juste titre, pour qu'on fasse du dépistage et tout ça. Ça venait quand même aussi en partie d'eux. Donc je pense qu'ils aimeraient que sur le territoire, ils puissent avoir la même possibilité. Je pense qu'ils y sont très sensibles. Merci. Merci David. C'est la fin de cette session. Ouais, fin de session. C'est le meilleur moment, donc c'est la pause.